Bienvenue à cette conférence Faire face à la critique. Merci pour votre accueil chaleureux, ça me touche beaucoup. Ce soir, merci à mes chères collaboratrices. Ce soir, on va parler de la critique et de la difficulté qu'on peut avoir à la recevoir. Et on va utiliser quelques outils issus pour la plupart de la CNV et d'autres issus de mon expérience que j'ai un petit peu modélisée. Donc vous allez pouvoir critiquer parce que tout n'est pas basé sur des faits scientifiques. Et on va voir vraiment comment s'adapter aux différents styles de critique. Petite présentation très rapide. Je m'appelle Benoît Desraux, je suis coach en développement personnel. Je suis aussi instructeur de sport de combat et vous allez voir que ça a un sens parce que je lis beaucoup les techniques qu'on va apprendre dans les sports de combat à mes enseignements et aux accompagnements que je fais. Il y a des principes dans les arts martiaux en fait, parce qu'on peut considérer parfois que la vie c'est un combat. Et ces principes-là, on va pouvoir les utiliser dans la vie et notamment face à la critique. Donc j'ai été aussi combattant professionnel. Ça m'a apporté beaucoup en termes d'expérience et ça m'a apporté beaucoup en termes de parallèles que j'ai pu faire entre le combat et la vie. Petit sommaire très rapidement, donc on va faire une petite présentation. Ensuite, donc c'est ce que je viens de faire. La conférence va durer, j'espère, à peu près 1 heure et ensuite il y aura un peu de temps pour des questions-réponses. Ensuite, on va voir les différentes réactions un petit peu archaïques qu'on peut avoir quand on reçoit la critique et qu'on n'y est pas préparé. On va voir pourquoi ça nous touche tellement. On va voir les différents types de critiques qu'on peut recevoir. On va voir ensuite comment y faire face avec un concept qu'on appelle la métaposture. C'est un concept que vous allez pouvoir retrouver sous différents noms, que moi j'ai modélisé avec ce nom-là. Donc vous n'allez pas forcément le retrouver si vous tapez sur Internet parce que c'est ma sémantique. Du coup, vous allez pouvoir critiquer ça avec grand plaisir puisque ça m'appartient. Vous allez voir donc différents outils au niveau de la métaposture qu'on va pouvoir développer, donc notamment Sen-no-sen, Go-no-sen, ce sont vraiment des principes martiaux que j'ai adaptés. Comment créer un espace de réflexion et de liberté au moment où on est, on va dire, un petit peu dans le mal par rapport à la critique. La notion de sparring partner, qui est pareil, qui est déclinée des sports de combat. Un outil très très CNV qui s'appelle le desk, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Et comment pratiquer l'effet miroir quand quelqu'un est plutôt agressif. Ensuite, je vais vous l'illustrer par un cas concret, puisque je poste pas mal de contenu en ligne, donc il m'arrive de recevoir des critiques parfois un petit peu agressives. Et, pardon ? Les haters. Ouais, les haters, ouais, tu connais bien ça, toi. Hein. Et là, ce sera un petit peu particulier, du coup, vous savez que pour faire tenir une audience, il faut toujours envoyer le meilleur pour la fin. C'est lié à un article que j'ai posté, que j'ai rédigé pour Mensa Mag, et donc ce sont des mensans qui m'ont agressé. Mais il n'y aura pas les noms, c'est fou. Après, si vous me soudoyez bien, je vous dirai qui c'est. Et enfin, on fera une petite conclusion et je vous donnerai la parole pour les questions-réponses. T'es nul! Pardon? Ce que tu fais, c'est pourri! Ce que je fais, c'est pourri? C'est quoi? Viens dire ici pour voir ce que je fais, c'est pourri. Ce que tu fais, c'est pourri! T'as quelque chose à dire? Ce que je fais, c'est pourri. Je suis complètement d'accord. On l'applaudit! Sylvain, merci! Merci pour sa participation. Le casting a été intense. Pour avoir un gabarit comme ça, c'était pas évident. Et là, en fait, grâce à mon collaborateur Sylvain, je viens de vous illustrer les 3 réactions archaïques qu'on va avoir par réflexe quand on est face à une agression. Et on va considérer la critique comme une agression. Même s'il y a des critiques qui n'en sont pas, parfois on va pouvoir se sentir agressé en projection ou si ça fait écho à notre vécu, on va pouvoir se sentir agressé par une critique. Ce que notre cerveau va faire, notre cerveau primaire, notre cerveau archaïque, notre cerveau qui nous a maintenus en vie pendant les 300 000 ans d'existence de notre espèce, il a prévu 3 programmes très rapides qui vont se mettre en activité tout de suite quand il y a un danger. Le premier, c'est fight. C'est ce que je fais. Ah, viens le dire ici, là, on va en découdre. C'est combattre. Le deuxième, c'est freeze. C'est ce que j'ai fait quand j'étais complètement tétanisé parce que je n'avais pas en fait anticipé vraiment le volume de mon opposant, de mon adversaire. Ce freeze, en fait, ça peut être une stratégie de ne rien faire. Il y a des animaux qui l'adoptent, comme l'opossum qui fait le mort. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette stratégie de cet animal. Quand il est vraiment menacé, il fait complètement le mort, il est complètement raide et du coup,
son agresseur pense qu'il est mort et parfois s'en va, ou parfois le mange directement. La stratégie n'a pas payé pour le coup. Et la dernière, c'est flight. Alors pourquoi flight? Parce qu'en fait, ça fait 3 F, donc c'est assez mnémotechnique en anglais. En français, on dira ne rien faire, fuir ou combattre. Oui? Il n'y a pas fawn aussi? Il y en a un quatrième maintenant. C'est freeze. Hein? C'est fawn. Et c'est ce que tu as fait toi, du coup? Parce que tu as dit, oui, tu as raison, tu es vraiment meilleur que moi. Que je t'aime. C'était plus, oui, je vois ce que tu veux dire. Exact, c'est vrai. Alors là, c'était plus ce que j'ai voulu mimer, mal a priori, c'était plus du flight, puisqu'en fait, j'ai fui à partir du moment où il s'est montré vraiment menaçant et que je me suis rendu compte que en fait, j'avais aucune chance. J'ai fui. Mais effectivement, tout à fait, c'est vrai. Le schéma le plus complet, je crois même qu'il y en a 5 en tout sur le dernier. Hein? Je ne connais pas le cinquième. Ok. Bon, en tout cas, oui, tout à fait. On peut effectivement faire un peu de la collaboration aussi. Je te remercie de m'avoir cassé ma dynamique, c'était super. Et c'est un plaisir. Du coup, ces réactions, ce sont des réactions primaires qui sont réflexes. C'est le cerveau reptilien, globalement, qui va les mettre en œuvre. Pour ceux qui connaissent les 3 cerveaux, donc le reptilien, le limbique et le néocortex. Le reptilien, c'est le plus archaïque. C'est le centre des réflexes et donc c'est le plus rapide. Pourquoi ? Parce qu'il faut réagir très vite, il fallait réagir très vite face à un danger. Mais globalement, ces réponses, elles sont très primaires et elles ne sont globalement plus adaptées, surtout dans nos sociétés actuelles où globalement, on n'a plus vraiment besoin, on n'est plus vraiment en danger de mort et on n'a plus vraiment besoin d'utiliser une de ces 3 réactions. Et donc, on va voir, parce que face à la critique, il y a énormément de gens qui réagissent avec une de ces 3 réactions, et souvent, quand c'est en ligne, c'est souvent le fight, puisqu'en ligne, on est bien protégé derrière un écran, donc on se sent un petit peu fort, on sent qu'on peut vraiment dire un peu tout ce qu'on veut. Par contre, c'est vrai que quand on est en face, c'est un tout petit peu différent. Du coup, on va voir, nous, comment réagir différemment de ces 3 réactions primaires. Alors, pourquoi la critique, ça nous touche autant ? En fait, là aussi, on va faire appel un petit peu à notre passé d'individus chasseurs-cueilleurs qui vivaient en petits groupes de tribus. Alors attention, on fait ici de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans des détails très profonds de comment c'était, de qu'est-ce qui a pu se passer, etc. On fait appel à des notions qui font aujourd'hui consensus et qui sont assez générales. Donc, dans l'idée, quand on était dans une tribu de à peu près 50 individus, ce qui était important, c'était notre statut social, puisqu'il allait nous donner accès à peut-être plus de ressources, à peut-être plus de pouvoir et à peut-être plus de capacité de reproduction, puisqu'évidemment, quand on a dans un groupe un statut social ou hiérarchique plus élevé, plus il est élevé, plus on optimise ce qu'on appelle le fitness en psychologie évolutionniste, c'est-à-dire notre propension à devenir un ancêtre, notre propension à pouvoir nous reproduire et que notre progéniture puisse aussi se reproduire. En gros, le chef, il a, pour vulgariser vraiment, le chef, il a plus accès. Attends, les féministes, s'il vous plaît, on se calme tout de suite. On se calme tout de suite, je vous sens raisonner. Il a plus accès à la jante féminine que le dernier sous-fifre qui nettoie les cabinets. Voilà. Ah, c'est bon. On enchaîne. Donc, la critique, en fait, c'est quelque chose qui est... ça va nous dénigrer, en fait. Même si la critique peut être constructive, parfois, on peut la prendre pour nous, on peut la prendre à cœur et on peut se sentir dénigré par cette critique. Et du coup, si on est dénigré, on est déclassé socialement, on perd en crédibilité et notre stature hiérarchique, notre position hiérarchique diminue. Si elle diminue trop, à un moment donné, on est rejeté du groupe. Et si on est rejeté du groupe, à cette époque-là, ça signifie la mort. Donc, la critique, elle va venir vraiment taper dans quelque chose de très profond chez l'être humain, c'est l'angoisse de rejet, alors principalement l'angoisse de rejet. En fait, si on est trop critiqué, à un moment donné, on va être rejeté. C'est pour ça que c'est très difficile à accepter, parce que voilà, ça va taper sur des schémas très archaïques et des angoisses très profondes. Du coup, en termes de critique, alors il y a énormément de nuances possibles, mais on va en distinguer 3. La première, c'est la critique qui est constructive. Donc, elle peut être sur la forme ou sur le fond, mais généralement elle est bienveillante, ou du moins elle est neutre, et l'idée de celui qui critique, c'est vraiment de faire passer sa vision des choses et peut-être de nous aider aussi à nous améliorer. Ensuite, on va avoir une critique qui peut être agressive, qui va toujours être sur le fond et sur la forme, mais qui va être un peu dénigrante, qui va être malveillante en fait. Et ensuite, on a la critique dite ad nominem, c'est une critique sur la personne, et cette critique-là, elle est toujours agressive. Quoi qu'il en soit, quand on critique une personne sur ce qu'elle est et pas sur ses idées, c'est agressif, quelle que soit la manière dont c'est fait.
Ok pour vous? Oui. Du coup, face à tout ça, face à cette critique qui nous prend un petit peu aux tripes, on va aller chercher une posture qui est plus haute que celle qu'on peut avoir en temps normal. On va l'appeler la métaposture. Dans cette posture, on va anticiper dans un premier temps ce qui peut nous arriver. On va s'observer en train d'agir et on va surtout décider comment on va réagir. En gros, la critique arrive. Déjà, j'avais anticipé qu'elle pouvait arriver. Je me vois face à cette critique avec de la hauteur. Et cette hauteur crée une distance avec la situation qui va me permettre d'avoir une réaction rationnelle, une réaction avec la pensée et non pas avec les émotions. On va voir un petit peu comment ça marche. Donc, le premier principe qu'on va utiliser pour cette métaposture, en fait, tous les outils que je vais vous donner, ils vont fonctionner quand on aura adopté cette métaposture et en fait, ils vont vous permettre d'adopter cette métaposture. Si vous êtes à chaud et sur le coup de l'émotion, ce sera impossible d'utiliser ces outils-là. Donc, la métaposture, c'est sortir de ce côté émotionnel trop fort. Gonosen, Senzosen, ce sont des principes du karaté traditionnel où on a deux façons de réagir face aux attaques. Le Gonosen, c'est l'idée de l'attaque en contre-attaque. C'est-à-dire que mon adversaire m'a envoyé un coup, je vais parer son coup et en parant son coup, je vais créer une ouverture dans sa garde et je vais pouvoir répliquer par un autre coup. C'est très bien, si c'est bien fait, c'est très efficace, mais il y a mieux, c'est le Sen-no-sen. Le Sen-no-sen, c'est l'attaque dans l'attaque et c'est l'idée que quand mon adversaire va porter un coup, j'aurai porté un coup avant lui. Par exemple, quand il va armer ici, au moment où il arme, moi j'aurais déjà lancé mon attaque et donc lui il va armer, il va déjà se prendre mon coup. Ça c'est le Sen-no-sen. En gros, le Gonosen c'est la réaction, le Sen-no-sen c'est l'anticipation. Pardon? Du coup il faut insulter les gens avant qu'ils nous insultent? Alors ça c'est pas métaposture, c'est clairement fight, mais tu peux mais c'est pas la bonne réponse. Ok. Donc, comment on va faire ça? Par exemple, je suis critiqué, je n'avais pas forcément anticipé cette critique. Le Gonosen, ça va être de me mettre dans une posture d'accueil de cette critique, d'essayer de comprendre quelle est l'intention de la personne. Est-ce qu'il veut tout simplement me dénigrer et m'insulter ou est-ce qu'il veut m'apporter quelque chose de cohérent et de constructif et de pouvoir lui répondre en fonction de l'intention que j'ai décelée. Et en fait, je vais choisir ma réponse. Le Sen-no-sen, ce serait d'avoir anticiper sa critique, ou du moins anticiper le fait que je vais recevoir des critiques. Par exemple, là, je fais une conférence, j'amène des concepts, certains que j'ai modélisés moi, donc j'ai bien conscience que ça ne va pas plaire à tout le monde. En plus, sur mon CV, il y a marqué psychanalyse. Je sais très bien qu'avant de ça, la psychanalyse, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, je sais que je vais peut-être recevoir des critiques, même si tout le monde est bienveillant ici, c'est évident. Donc, je suis préparé déjà mentalement. J'ai pas vraiment d'idée de critique que je vais recevoir, mais je suis préparé à recevoir une critique. Ça veut dire que s'il y en a un de vous qui se lève et qui me dit « Ouais, les études ont prouvé que… Hein » Tout à fait. Viens t'exprimer, explique-moi ton point de vue, on va voir si ça peut enrichir ma conférence. Je suis préparé à ça. Si je suis pas préparé, il se peut que « tenez, c'est ma conférence, tu te tais, tu te rassois. » Voilà. Donc c'est un peu Gonosen, c'est un peu fight, hein, c'est entre les deux. Donc voilà, et ensuite il y a une étape qui est encore supérieure que j'ai pas mis ici parce que je veux que ce soit le plus clair possible, c'est le Sen-sen-no-sen et là c'est vraiment l'idée d'anticipation ultime, c'est-à-dire que je vais préparer ma conférence de manière à ce que je ne puisse pas recevoir de critiques. Ça veut dire que je vais vous dire par exemple, voilà, tous ces concepts, c'est vraiment mon avis et mon point de vue, donc je conçois qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas d'accord avec ce que je vais dire. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas m'en faire part pour l'instant, de me laisser finir ma conférence et ensuite, si vous en avez envie, on pourra échanger ensemble en tête à tête. Là, en fait, en faisant ça, je ferme la possibilité aux gens de critiquer ouvertement ma conférence. Et voilà, c'est vraiment une anticipation qui est ultime. C'est pas ce que j'ai envie de faire parce que moi, j'aime bien la critique. Je trouve que c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, on a dit qu'on fonctionnait de manière archaïque quand on était face à de l'émotionnel. Donc, ça fonctionne comme ça. En fait, on a un stimulus qui arrive et qui est perçu par un de nos sens. Donc là, en l'occurrence, la petite araignée, c'est perçu par les yeux. Ça fait un petit cheminement dans le cerveau sur lequel on ne va pas trop s'étaler, mais globalement, ça fait appel à la mémoire, etc. Pourquoi l'araignée, c'est dangereux? Qu'est-ce qu'on m'a enseigné? Et ensuite, si effectivement mon cerveau identifie que c'est un danger,
ça va directement dans l'amygdale, donc c'est la partie du cerveau qui gère les émotions, ça crée l'émotion et ça me fait réagir de manière archaïque. Je vois l'araignée, elle est là, j'ai peur, je m'enfuis. Ça, c'est tout le monde connaît, la fuite de l'araignée. Alors qu'on sait que c'est une petite araignée qui peut rien nous faire. Ça va même plus loin des fois. Des fois, on croit avoir vu le danger, mais en réalité, c'est pas un danger. J'ai fait ça, il y avait un tuyau d'arrosage, j'ai cru un serpent, je suis parti en courant. Et les autres, c'était un tuyau. Eh oui, c'est un tuyau. Mais dans l'environnement dans lequel mon cerveau a été créé, valait mieux s'enfuir 9 fois pour une branche que rester la fois où c'était un vrai serpent. Donc notre cerveau est construit comme ça, on dit que 9 sur 10 de nos peurs sont fantasmées, ne sont pas réelles. Alors on a notre amygdale qui va nous faire réagir, et donc là c'est la partie donc, reptilien qui a commandé à l'amygdale d'agir, l'amygdale c'est plutôt la partie limbique, et qui va provoquer une émotion. Donc là ça peut être, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, d'abord la colère, qu'est-ce qu'il a lui à dire que je suis nul, ensuite la peur, il est énorme, il fait 3 fois ma taille et 2 fois mon poids, sauf ton respect, et après la peur, il va m'éclater, donc il faut que, ouais non en fait il n'y a rien, désolé. Voilà. Presque je m'excuse. Donc notre idée c'est de sortir de ça. Il y a un truc qui est intéressant avec le cerveau, c'est que l'amygdale va réagir plus vite que le centre de la réflexion, qui est le cortex préfrontal, qui est sur le petit schéma. Mais par contre, ils ne peuvent pas fonctionner les deux en même temps. C'est-à-dire que quand je suis sous le coup de l'émotion, je n'arrive pas à réfléchir. C'est pour ça qu'on vous dit ne prenez jamais une décision à chaud, parce que sous le coup de l'émotion, le centre de la réflexion est désactivé. Par contre, si j'arrive à réactiver le centre de la réflexion, ça va désactiver le centre de l'émotion. D'ailleurs, il y a un protocole qui est fondé là-dessus qui s'appelle le protocole 6C. Qui a entendu parler de ça déjà? Personne. C'est un protocole qui est israélien à la base et qui a pour but de porter les premiers secours psychologiques aux personnes. On connaît les premiers secours physiologiques, donc c'est la FPS à l'époque, ça a changé de nom, PFC1. Et les premiers secours psychologiques, c'est quand les gens sont en état de sidération, qu'ils ont été extrêmement choqués par une situation. Comment on va faire pour les reconnecter tout de suite et les aider à se sortir de cet état, les engager dans l'action, aussi pour qu'ils sortent de cette sensation d'avoir été victime, parce qu'on sait que c'est la sensation d'avoir été victime d'une situation sans rien avoir pu faire, qui ensuite va induire les syndromes de stress post-traumatique. Puisque le cerveau va repasser la scène, ce qui ne supporte pas l'état de victime, pour pouvoir à un moment donné trouver une solution qui n'arrivera jamais puisque c'est passé. Donc on va chercher à réactiver le cortex préfrontal et à créer un espace de liberté entre le stimulus qu'on a reçu et la réponse qu'on va donner. Ça, ce sont les travaux d'un psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl. Qui a entendu parler de Viktor Frankl? Ok, il y a quelques gens qui connaissent. C'est quelqu'un qui a été détenu dans les camps de concentration, donc Auschwitz notamment, et qui, à un moment où il avait envie de mourir, forcément, on peut le comprendre, a eu cette réflexion très puissante de se dire « je peux absolument rien faire à ma situation, mais par contre, je suis toujours libre de comment je vais y réagir ». Et ce qui était énorme, c'est que, en fait, dans un environnement où on peut absolument rien contrôler, il a réussi par son attitude, qui est devenue bienveillante, qui est devenue une attitude d'aide envers les gens qui souffraient le plus, il a réussi à influencer les co-détenus qui ont commencé à adopter une attitude similaire, et ça a allé jusqu'à influencer les gardiens qui se sont mis à être un peu plus bienveillants, si on peut dire comme ça dans ces circonstances, un peu plus bienveillants avec les prisonniers. Donc en fait, par cette microscopique zone de contrôle et zone de liberté qui s'est octroyée, l'espace entre le stimulus qu'il a reçu et la réponse qu'il a donnée, il a réussi à influencer tout un environnement, tout un écosystème. Donc, face à la critique, on va d'abord tâcher de créer cet espace. Alors, c'est pas évident, parce que quand l'émotion est là, c'est difficile de se dire « Attends, voilà, l'émotion, ok, je l'écoute, mais je vais pas réagir tout de suite. » C'est le principe de l'émotion, c'est de nous faire réagir à chaud. Donc, pour créer cet espace, c'est là qu'on va utiliser scène-no-scène, par exemple. Je suis apte je sais que je vais recevoir une critique, je sais que potentiellement je vais la recevoir, donc je suis prêt, quand la critique arrive, je crée cet espace de liberté et je me dis ok, qu'a voulu me dire la personne, quelle est son intention, etc. C'est bon, vous êtes toujours avec moi? Ouais? Ok. Ensuite, on va considérer la critique comme un sparring partner. Sparring partner, c'est un terme qui vient des sports de combat. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui nous tape dessus, c'est quelqu'un qui veut nous frapper et pour nous apprendre quelque chose.
Et oui, le sparring partner, c'est pas un combattant qu'on a face à nous en compétition. Lui, il veut nous détruire. Par contre, le sparring partner, il est là à l'entraînement avec nous. Et parfois, d'ailleurs, pour préparer les grands champions, il est même payé pour être là. L'idée du sparring, c'est qu'à chaque fois qu'il va nous toucher, il va nous enseigner quelque chose. Il m'a mis un coup dans la tête, il m'a appris que ma garde n'était pas la bonne. Il m'a pris de vitesse, il m'a appris que mon rythme n'était pas le bon. Il a fait un déplacement que j'ai pas vu venir, il m'a appris que ma capacité d'anticipation dans le combat n'était pas bonne. Et donc on va considérer cette critique comme un sparring partner, c'est quelque chose qui nous frappe, c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui peut nous faire mal. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Alors, une critique agressive, elle va pas forcément nous enseigner quelque chose sur ce qu'on est en train de faire. Par contre, elle peut nous enseigner la tempérance, elle peut nous enseigner le self-control, elle peut nous enseigner avec les outils qu'on va utiliser, à retourner la critique sur la personne, ou du moins à lui renvoyer ce qu'elle nous a envoyé, elle, sa méchanceté, son agressivité, etc. Du coup, quelque part, c'est un petit peu réjouissant parce qu'on se dit, ok, maintenant, dès qu'il va m'arriver quelque chose, dès qu'il va m'arriver une critique, ça va être l'occasion pour moi d'apprendre un truc. Est-ce que ma garde est ok? C'est-à-dire, j'ai bien reçu la critique, elle m'a rien fait, ou est-ce qu'elle m'a touché? Elle m'a touché pourquoi? Peut-être parce que j'ai trop d'ego en fait. Je fais une conférence, je suis là, mais si je suis pas prêt à recevoir la critique, c'est que ma posture est pas bonne, je suis pas aligné. C'est vrai, quand tu te mets devant des gens avec un micro, tu prends le risque que les gens soient pas d'accord avec toi. Donc elle m'enseigne ça. Et ça, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que même une critique constructive, du coup, elle, de fait, c'est un sparring qui va m'enseigner, ou du moins que ma forme est pas forcément idéale, ou que une personne comme moi, j'ai bien étudié, tiens, l'orange c'est une couleur chaude. J'ai pensé à ça, et puis il y a une personne qui va me dire « Ah non, je déteste l'orange », ou alors j'aurais choisi une autre couleur que l'orange. Ok, ça veut dire que c'est pas universel. Pourtant, moi, c'était par rapport à l'auditorium, vous avez compris, hein, j'ai voulu faire un truc harmonieux. C'était pas universel, donc c'est intéressant d'avoir l'avis d'une autre personne. Donc cette notion de sparring partner, je vous partage quelque chose de personnel, ça a vraiment changé mon approche des choses. Parce que je l'utilise face à la critique, mais je l'utilise dans ma vie de tous les jours. Dès qu'il m'arrive quelque chose qui me contrarie ou qui me met en énergie basse, parce que c'est comme ça que j'évalue un événement. Est-ce que c'est un événement positif, négatif? C'est difficile à dire. Parce qu'en fait, c'est la résultante. Parfois, on pense que c'est quelque chose de négatif, puis finalement, c'est très positif ce qui arrive à la fin. Mais comment l'événement qui m'arrive me met au niveau de l'énergie? S'il me met en énergie basse, ok, c'est un sparring partner, quel qu'il soit, je vais le prendre comme tel. Et je vais voir ce qu'il peut m'enseigner et comment je peux m'améliorer finalement. Parce qu'à force de prendre des coups dans la tête, à un moment donné, je monte la garde et finalement, je ne les prends plus. Donc, merci à lui, à cet événement, de m'avoir fait progresser. Et du coup, de considérer la critique comme ça, c'est le premier pas vers la création de cet espace de liberté. La critique arrive, c'est plus une attaque personnelle, c'est plus quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui va me permettre d'apprendre. Face à une critique agressive, on va utiliser le desk. Le desk, c'est un outil phare de la communication non violente. Qui connaît? Ok, pas beaucoup. Donc, c'est une façon de communiquer avec les personnes quand on a été blessé par une situation. Parce que parfois, la critique, elle est agressive, mais il n'y a pas une vraie intention de la personne de faire mal. En fait, le desk va fonctionner face à des personnes qui sont quand même globalement de bonne foi, qui peuvent être maladroits, qui peuvent être insistants, qui peuvent avoir une façon de faire qui n'est pas appropriée, mais qui n'ont pas une vraie intention de blesser. Face à la vraie intention de blesser, on utilisera autre chose, parce que face à la mauvaise foi, le desk ne fonctionne pas. Donc globalement, c'est un acronyme. La première chose qu'on va faire, c'est décrire la situation. Quand je dis décrire, on va se baser que sur du factuel. Par exemple, si on reprend la situation qu'on avait tout à l'heure, lui, il a dit « c'est nul ». Donc je ne vais pas lui dire « tu m'as insulté », parce que lui, il a juste dit « c'est nul ». Ce que je peux dire, c'est « j'ai entendu, c'est nul ». Ça, personne ne peut le contredire, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis « j'ai entendu » plutôt que « tu as dit » ? Parce que dans la CNV, le « tu » est plutôt accusateur, on essaie de l'éviter. Du coup, « j'ai entendu, c'est nul », ça signifie que c'est factuel, c'est ce qui s'est passé, et lui, il sait très bien que c'est lui qui l'a dit. Ensuite, je vais exprimer ce que ça me fait. Je ne vais pas lui dire tu me blesses en me disant ça, ou c'est pas approprié ce que tu fais. Je vais lui dire voilà, ça m'embête, ou ça me gêne, ou ça me rend triste, parce que j'ai mis tout mon cœur à préparer cette conférence 10 minutes avant de venir. Et donc, ça me rend triste de recevoir un c'est nul juste au début,
alors que j'ai pas encore pu faire mes preuves ni développer. Si tu le dis à la fin, bon, à la limite, je peux comprendre. Mais là, au début, ça me rend triste. Et lui, s'il n'est pas de mauvaise foi, il avait peut-être pas anticipé ce que ça pouvait me faire. Il a peut-être pas envie de me blesser, il avait juste envie d'exprimer un mécontentement parce qu'il a mal mangé, parce qu'on lui a mal parlé avant, il s'est fait larguer. Je sais pas, c'est pas le cas. Mais voilà. Et donc, il va peut-être prendre conscience de l'impact que sa remarque a eu. Et du coup, il est dans une position où finalement, il regrette peut-être. Parce qu'il n'a pas cette mauvaise foi, encore une fois. Du coup, je vais lui demander maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que je ne ressente plus ça? Je ne vais pas lui imposer une solution. En fait, le spécifier, c'est amener une solution. Dans la communication non violente, globalement, on propose de spécifier la solution nous-mêmes. Moi, je trouve beaucoup plus puissant d'amener l'autre à donner sa solution, parce que ça viendra de lui. Et là, je vais lui dire, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la prochaine fois, je ne ressente pas cette tristesse qui est liée à cette réflexion que j'ai reçue aussi rapidement sur ma conférence. Et là, s'il est de bonne foi, il va dire, écoute, je suis désolé, la prochaine fois, je ferai attention, j'attendrai que tu aies fini pour te dire qu'effectivement, c'était bien nul. Merci pour ce rire, ça fait chaud au cœur. Et ensuite, on va conclure. Donc, si on est arrivé à quelque chose de satisfaisant, on va dire à la personne, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, c'était important, et d'avoir pris en considération ce que je ressentais. Et on part sur ces bases-là, et on met fin à la discussion. Du coup, ça peut paraître un peu au début difficile à mettre en place, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais évidemment, c'est un peu comme tous les concepts que j'ai montrés avant et ceux que je vais montrer après. C'est pas en l'ayant vu une fois qu'on va l'assimiler. C'est comme une technique dans les sports de combat. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Pour pratiquer le desk, ce qu'on fait en entreprise souvent, c'est qu'on met les lettres au sol, D-E-S-C. On prend une personne qui fait la personne qui va nous contrarier. Par exemple, je lui ai prêté un livre, elle me rend tout abîmé, ou je lui ai donné rendez-vous, elle m'a planté, etc. Et on va se promener sur la marelle du desk. Donc, on débarque à la description, puis j'avance pour exprimer mes émotions, puis j'avance pour lui demander d'amener une solution. Là, c'est lui qui prend la parole. Et une fois qu'il a fait ça, on va conclure. Et au fur et à mesure qu'on le fait, ça devient de plus en plus fluide. Et là, vraiment, croyez-en mon expérience, ça marche extrêmement bien. Une fois qu'on a réussi en métaposture à identifier que là, le desk était vraiment approprié. Quand on arrive à le déclencher, on gagne en spontanéité, en naturel. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça a même tendance à mettre les personnes face à nous dans un peu de la gêne parce qu'on leur fait comprendre que leur intention, elle a eu vraiment un impact sur nous. Et voilà, comme je l'ai dit encore une fois, très important, s'ils ne sont pas de mauvaise foi, ils vont chercher à trouver une solution et ça peut même vous positionner par rapport à la personne d'une manière complètement différente. Parce qu'il dit, ouais, quand même, c'est vrai que je l'ai agressé, il a bien réagi, etc. Est-ce que c'est OK pour tout le monde sur ce desk? Oui? J'ai une question. Si on a une critique qui nous agace juste, mais est-ce qu'on spécifie, oui, ça m'a agacé, ou est-ce que c'est pas assez? Alors, tu peux creuser sur l'agacement, c'est-à-dire en quoi ça t'agace. C'est quelqu'un qui t'interrompt tout le temps, ou ça te gratouille parce que ça joue sur ton ego. Si tu es en métaposture, tu vas faire aussi la différence entre la critique qui mérite un desk parce qu'elle est vraiment pas appropriée, comme par exemple celle qui était là, et la critique qui va m'agacer parce que j'ai passé du temps à faire mes slides, à faire machin, et le mec qui dit ouais c'est moche. Ou alors qui te donne un avis sur oui, on te comprend, je suis agrégé en slide et je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ça. Lui, j'adore. Je l'ai embauché. Lui, il t'agace, mais quelque part, il t'apporte quand même quelque chose, il a argument d'autorité, etc. C'est à toi de décider. Voilà. Si l'agacement, il est vraiment profond et que ça touche à quelque chose de blessant, ça mérite un desk. Si c'est juste un agacement parce que ça touche ton ego, tu dis, il me fait chier, je passe du temps à faire mon slide, j'ai regardé des modèles et tout, et que le mec il se pose en disant, et puis que finalement, il a peut-être pas tort ou il exprime un avis qui n'est pas agressif ni rien, là, on va le laisser passer. Okay, parce que justement, on a ce petit espace de Victor qui nous permet de… le stimulus, c'est cette critique-là. Oui, ça m'agace, je l'ai identifié. Maintenant, je décide dans cet espace-là comment je vais réagir. Et OK, c'est OK pour moi. C'est bon? Outil suivant,
c'est l'effet miroir. Donc ça va fonctionner face à une critique qui est vraiment agressive et face à une vraie intention de nuire. En gros, la personne, elle est sur du ad hominem par exemple, ou alors elle va dire « Ouais, ce que tu dis c'est vraiment nul, tous tes concepts ils sont à chier, tu racontes que de la merde ». J'emploie volontairement un vocabulaire vulgaire, mais ça peut être ça l'idée. Donc là, il y a une vraie intention de nuire. L'effet miroir, on va le faire fonctionner de deux manières. La première, c'est en renvoyant du questionnement. Par exemple, « Ouais, c'est vraiment nul ce que tu fais. » Ok, c'est ton avis, je le respecte. En quoi est-ce que c'est nul ce que je fais? Et en fait, là, si la personne a vraiment une volonté d'attaquer, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'elle a juste envie de dire que c'est nul pour me faire du mal, pour me contrarier. Il n'y a rien derrière. En lui renvoyant son c'est nul, effet miroir, en quoi est-ce que tu trouves que mon contenu est nul? Ça peut la désactiver tout de suite. Ouais, c'est nul parce que tu dis n'importe quoi. Ok, en quoi est-ce que je dis n'importe quoi? Qu'est-ce que tu pourrais corriger dans ce que j'ai amené? Et là, normalement, ça peut s'arrêter très vite, puisqu'évidemment, il n'y a rien derrière. L'autre façon, c'est d'adopter une posture très humble. Ouais, ton truc c'est super laid, ça ressemble à rien. Ok? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Comment tu aurais... parce que tu as l'air de savoir de quoi tu parles, donc est-ce que tu peux me conseiller? Et là, la personne est un peu désarçonnée parce qu'elle s'attendait à nous déstabiliser. Et en fait, en prenant cette posture un petit peu humble, on lui renvoie son agressivité. C'est là qu'il y a l'effet miroir aussi. Et du coup, elle voit qu'on n'est pas du tout affecté par sa critique. Or, c'était son but. Du coup, sa critique ne fonctionne pas, ça ne sert plus à rien. Souvent, elle s'arrête. Ok? Super. Vous m'avez renvoyé un magnifique. Du coup, ces outils-là, je vais vous les illustrer, comme je vous l'ai dit. C'est le moment un petit peu croustillant. Alors, contexte. Éléments de contexte. J'ai écrit dans le Mensa Mag, il y a 3 ou 4 numéros, sur nos fonctionnements archaïques. Donc, ce sont des concepts qui sont liés à la psychologie évolutionniste, qui est une science qui s'appuie sur les théories de l'évolution de Charles Darwin, qui ne fait pas complètement consensus, et j'en ai conscience, mais qui, moi, me correspond parfaitement et qui me donne une très très bonne grille de lecture pour non seulement répondre aux questions que je peux me poser moi, mais aussi à celles des gens que j'accompagne. Et ça me permet de structurer un accompagnement sur cette base-là qui fonctionne très très bien. Ça, je le sais parce que j'ai des témoignages de gens qui me disent « ton accompagnement a très bien fonctionné et nous a apporté exactement ce qu'on était venu y chercher ». Du coup, c'est une grille de lecture, donc il y a une subjectivité qui peut être dedans, mais néanmoins, ces concepts s'appuient sur quand même quelques observations, quelques fondements, et des théories comme la théorie de l'évolution de Charles Darwin, la théorie du gène égoïste de Richard Dawkins, les travaux de O.E. Wilson dans le livre Sociobiologie, etc. Donc je vous pose ça parce que c'est pas non plus sorti de n'importe où. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Et je modélise ces concepts en leur donnant des noms qui me sont propres parce que je veux rendre les choses le plus simple possible. Par exemple, un des concepts qui apparaît dans ce magazine, dans l'article que j'ai écrit, c'est qu'on considère que tous les êtres vivants ont un point commun, c'est qu'ils ont en eux l'appétence à survivre et se reproduire. Parce que globalement, on considère que si une espèce qui existe aujourd'hui est encore là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, elle a eu cette espèce d'appétence. On ne peut pas forcément parler de volonté, parce que ça fonctionne pour les micro-organismes aussi, et on ne peut pas dire qu'ils ont une volonté, mais cette appétence à vouloir se dupliquer, se reproduire, et pour ça, à un moment, il faut survivre. Donc, on considère que tous les êtres vivants ont ça en eux, et je l'ai modélisé en l'appelant le programme archaïque, le programme le plus archaïque, SSR, survivre, se reproduire. Et je décline un petit peu tout ce mode de fonctionnement. J'ai bien conscience que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je l'ai fait avec l'intention de partager mon savoir, de partager quelque chose qui fonctionne avec les gens que j'accompagne, et c'était vraiment en toute bienveillance. Par contre, j'avais bien conscience que la critique pouvait arriver. On m'avait dit « oui, Mensa, ils sont tous bienveillants, t'inquiète pas ». Mais pas toujours en fait. En fait, ils sont bienveillants si tu es d'accord avec eux. Ok. Hein? Ah, pas d'accord? Ok, qui a applaudi? Merci.
Ok, donc on y va. Alors, bon, c'est des pavés, donc je ne vais pas tous vous les lire, mais globalement, la personne pose un post en disant qu'elle a reçu Mensa Mag, que gna gna c'est très bien, mais qu'il y a un article qui est lamentable, fait par un mec foireux. C'est pas aussi agressif que ça quand même, j'exagère, je le surjoue, mais globalement que ça s'appuie sur rien, que c'est n'importe quoi et que c'est un scandale que l'argent des Mansans serve à financer ce genre de truc. Bon, je me suis dit qu'il n'avait pas aimé l'article. Et face à cet article, alors, une chose importante, quand on est en ligne, c'est beaucoup plus facile de créer l'espace. C'est beaucoup plus facile d'attaquer quelqu'un. Peut-être que cette personne, si elle avait été face à moi, elle ne me l'aurait pas dit comme ça. Elle m'aurait dit, oui, tu sais, ton article, bon, ça se discute. Elle m'aurait dit, ah, t'es un gros foireux. Je suis pas sûr. C'est le mec qui donne des cours de MMA. Non, enfin. Donc, du coup, c'est facile quand on est en ligne de ne pas réagir à chaud, même si on a envie. Je ne vous cache pas que je suis tranquillement chez moi en train de prendre mon petit-déj. D'un coup, j'ai une notification. Hein, on parle de toi sur un truc, je regarde. Je commence bien à patiner. Voilà, ça secoue. Mais, ok, je suis obligé d'incarner ce que je vends. Du coup, je crée l'espace et je dis, ok, voilà, quelle est l'intention de la personne? Pourquoi elle a été outrée? Quelle est l'émotion que ça a fait émerger chez elle? Et je dis, ok, on va répondre. Alors évidemment, il y a des gens qui se greffent là-dessus, puisque il y a un leader, mais du coup, l'autre, ah oui, et en plus, il fait plein de fautes d'orthographe. Alors, c'était pas dans Mensa Mag hein, qu'il y a des fautes d'orthographe, bien sûr, parce qu'il y a des relecteurs qui sont très pointus. Mais évidemment, les gens ont fait des recherches, sont allés sur mon site internet, ils ont fouillé mon LinkedIn, ils m'ont épluché, ils m'ont mis à nu, comme ça, et ils ont vu qu'il y avait des défauts. Ah oui, c'était pas parfait. Et du coup, les fautes d'orthographe, c'est horrible, il n'est pas formateur en Becherel, il y avait quoi ses diplômes, ils sont bidons, etc. Alors, ok, on va répondre. Alors, mes diplômes ne sont pas bidons, j'ai fait une école de commerce, un bac plus 5, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, à Avignon, hein, c'était pas Harvard. Donc, j'explique à la personne déjà que, puisque elle a fait des recherches sur moi, qu'elle aille jusqu'au bout, mais avec un petit smiley sourire, juste fais tes recherches. Regarde, il suffisait quand tu es allé sur le lien de l'école que j'ai faite de cliquer sur le diplôme et il y avait marqué que oui, ils font bien une école de commerce parce qu'ils disaient oui, cette école ne délivre pas les diplômes, etc. Je le fais avec bienveillance et j'ai fait un effet miroir à la personne qui affirmait que j'étais pas formateur Becherel. Je ne suis pas formateur Becherel. Et en plus, l'orthographe, c'est pas mon fort et je l'assume complètement. Du coup, j'ai vu aussi une opportunité de corriger les fautes d'orthographe qu'il y avait sur mon site, parce que c'est vrai, ça fait pas très pro. Mais vu comme c'était dit, je me suis dit, oh là là, il doit y avoir une faute par mot, quoi. Alors je lui demande gentiment, ah oui, c'est vrai que l'orthographe, c'est pas, donc c'est la première phrase, j'ai quelques lacunes, est-ce que tu pourrais m'aider à corriger mes fautes? Effet miroir, humilité. Et là, la personne très agressive me dit, bien sûr, il y a une faute à diagnostic et une faute à fait progresser. 2. Sur une page qui doit faire 1000 mots. Ah, je suis rassuré quand même. Ah, j'ai cru que c'était clafit de faute. Donc du coup, j'ai corrigé les 2 fautes et je lui ai mis un message. Merci beaucoup pour ton aide, j'ai corrigé ces fautes. Alors vous allez me dire, mais le mec n'a pas d'honneur. Non, non. Ici, on a un objectif précis. L'objectif précis, c'est justement de retourner la critique. C'est pas de mettre son honneur en jeu. Ça me dérange pas. J'étais préparé à cette critique. Je veux pas d'ego mal placé. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, j'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie en bon sparring partner qui est cette critique de m'améliorer, de faire en sorte qu'elle n'arrive pas la prochaine fois ou qu'elle arrive différemment. Donc c'est pas une question d'honneur. L'honneur, c'est un ego mal placé. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vous ai passé, parce qu'il y en a des tartines, vous savez comment ça se passe dans ces trucs-là. Il y a plein de gens qui écrivent, etc. J'ai pris les meilleurs. Notre ami, l'initiateur de cette critique, à coup d'effet miroir, finit par me dire « Tu as raison, l'attaque abdominienne, c'est le degré 0 de l'argumentation. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse parce qu'il y avait beaucoup de sarcasme, mais globalement, il y a un gentil mot, je voulais en savoir plus sur toi, sur ce que tu faisais, tout. Ok, donc, tu m'as traîné dans la boue comme ça, ah, t'as fait pipi dessus et après, tu voulais juste savoir, fallait demander en fait, tu vois. Je t'aurais expliqué gentiment. Mais bon, c'était quand même intéressant. On a quelqu'un qui était arrivé de manière vraiment très agressive. Et là, du coup, il était un peu plus gentil, il voulait savoir, voilà. En fait, je lui ai renvoyé son agressivité, il a compris que c'était mal placé. Surtout, ce qui a été intéressant, c'est pas tant ça. Parce que oui, par effet miroir, en prenant ce recul, j'ai réussi à retourner un petit peu l'agressivité des personnes et elles sont devenues cordiales.
en m'expliquant qu'elles n'aimaient pas ce que j'avais fait, mais que c'était OK. Ce qui est le plus intéressant, c'est les réactions des personnes qui se sont mis au débat, qui se sont joints au débat en prenant ma défense, alors qu'elles n'aimaient pas ce que j'ai fait. Et c'est ça qui était vraiment bien, et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai bien appliqué mes concepts. Et c'est là qu'en fait, j'ai pas envie de parler de victoire vraiment, parce que ça me placerait dans le rôle de l'opposant, du combattant, mais c'est là que j'ai été gratifié d'avoir travaillé sur moi et sur cet ego. C'est qu'en fait, des personnes, et là il y a différents témoignages que j'ai regroupés, j'ai quand même flouté tous les noms, mais il y a différentes personnes. Il y a bien sûr des personnes qui ont dit « mais nous on adore ce qu'il fait », voilà, mais ça je ne les cite pas parce que c'est des gens acquis à la cause, ça ne sert à rien. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que des personnes qui n'ont pas aimé mon travail ont par contre aimé ma réaction. C'est-à-dire qu'elles disent que par rapport aux réponses qu'il donne, on voit que c'est quand même, il est posé, il est humble, il est ouvert au dialogue, alors qu'il est très critiqué. Honnêtement, c'était quand même dur. Là, je vous ai mis quelques extraits, mais il y avait des trucs vraiment très durs. Mais c'était OK pour moi. Et du coup, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est que là, on a vraiment le level up du truc, c'est que quand on arrive à ce que les gens qui n'aimaient pas notre travail et qui étaient prêts à nous critiquer prennent finalement notre défense, et il y en a même un qui dit, et c'est la meilleure phrase, cela donnerait même du crédit à son approche. En gros, lui, il considère que ce que je fais, il n'aime pas, mais par contre, la manière dont je réagis, quelque part, ça crédibilise le personnage que je suis, et du coup, les concepts que j'envoie. Par effet halo, vous connaissez l'effet halo? Quand une personne a une qualité, on va lui en attribuer d'autres. Et du coup, c'était très intéressant, et c'est vrai que je publie régulièrement du contenu en ligne, et j'aime recevoir des critiques et m'amuser en fait à ça. Du coup, j'ai transformé complètement ce truc qui est quand même démotivant, et ceux qui sont un peu sur les réseaux le savent. Des fois, on l'accueille avec bienveillance, bon c'est OK, ça fait partie du jeu. Il y a des fois, c'est quand même dur. Moi, j'aime bien jouer avec ça parce que ça me permet de tester ces techniques, ça me permet de m'entraîner et de voir comment les concepts fonctionnent, voire de les améliorer. Voilà. Donc c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. Il y a une petite question que j'aimerais vous poser, c'est... non, il y a un petit point que je voulais vous dire d'ailleurs avant, c'est que la critique, vous ne pourrez jamais y échapper complètement. Les gens qui ne sont... C'est un peu cliché ce que je vais dire, c'est un peu bateau, mais les gens qui ne sont jamais critiqués, c'est les gens qui ne font rien. Et en fait, la critique, elle vient avec le succès. Donc, quand on est critiqué, ça veut dire que vous faites quelque chose et ça veut dire que c'est en train de marcher. Donc moi, je vous le dis, j'ai hâte d'avoir encore plus de critiques sur mes vidéos. Parce que quand je faisais 10 vues, c'était mes amis et ils mettaient des cœurs, des j'aime. Maintenant que je fais certaines vidéos qui font 400 000 vues, là je récupère la critique. Mais je fais 400 000 vues. Donc ça veut dire que mon travail, je prends des abonnés, ça veut dire que mon travail il est apprécié et il est beaucoup plus apprécié, vous le savez, par biais de négativité. Ceux qui ont des choses négatives à dire, elles vont le dire, alors que ceux qui ont des choses positives ne le disent pas forcément. Donc pour un hater que vous avez, pour une personne qui va vous critiquer, ça peut être dans la vie réelle aussi, pas forcément online, ça veut dire aussi que vous en avez peut-être 10 qui ont aimé ce que vous faites. Donc prenez-le aussi comme ça. Petite question que j'ai envie de vous poser maintenant, avec quoi est-ce que vous repartez? Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ces outils? Est-ce que vous avez aussi des questions? Là du coup, je suis allé un peu plus vite que prévu, donc on a un peu de temps pour les questions-réponses, donc voilà, je suis à vous et je vous écoute. Moi, c'est le fait que l'amygdale désactive le cortex et inversement. Ouais. C'est-à-dire que le fait de chercher à dépasser l'émotion, ça peut aider à s'aimer. Enfin, une façon de dire comme ça, c'est ça qui m'a le plus frappé. Ouais, en fait, c'est un truc qui peut très bien marcher avec les enfants. En fait, l'idée, c'est que quand quelqu'un est sous le coup de l'émotion, on va l'obliger à réfléchir à quelque chose et ça va faire chuter son émotion. C'est le principe du protocole 6C dont je vous parlais. Quand quelqu'un est en état de sidération, on va prendre une situation fictive. Il y a eu un attentat dans une salle de concert et il y a des personnes qui sont mortes et il y a une personne qui est là en état de sidération complètement choquée. Elle n'est pas blessée physiquement, mais elle est pétrifiée. La première chose qu'on va faire, pourquoi ça s'appelle 6C? Parce qu'il y a 6 étapes qui commencent par C, donc je ne vais pas toutes les déployer, mais globalement, la première, c'est le commitment, c'est de connecter avec la personne. Et ensuite, on va lui poser une question qui va l'obliger à réfléchir. Quel était le morceau de musique qui passait au moment où vous avez entendu les premiers coups de feu? On s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ça va obliger la personne à réfléchir. Et du coup, ça va faire chuter son émotion, désactiver un peu l'amygdale et ça va la ramener.
Et ensuite, on va engager cette personne en lui disant, est-ce que tu peux enlever tous les objets contendants qui sont au sol pour m'aider à le faire, pour faciliter l'intervention des secours. Ça aussi, on s'en fout en fait. Qu'il y ait un bout de verre qui traîne, on s'en fout. Mais par contre, la personne, elle va avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile et donc elle est passée de victime complètement passive à acteur. Et du coup, pour elle, ça change toute sa vision de la scène et très souvent, ça minimise, voire ça fait disparaître le risque d'un syndrome de stress post-traumatique. Et donc, avec les enfants, ça fonctionne parce que quand on a un enfant qui est sur le coup de l'émotionnel, ah, il pleure, hein, il a eu peur, etc., on va lui poser une question pour l'obliger à réfléchir, mais en fait, cette araignée, elle avait combien de pattes? Elle avait 8 pattes. Et hop, le pleur s'arrête. Alors, essayez, ceux qui ont des enfants, vous allez voir, ça marche. Pas toujours, évidemment, mais souvent. Quelqu'un d'autre? Oui? Je reçois l'approche Gonosen et Sensen-Nosen. Ouais. Mais est-ce que l'approche Sen-Nosen ne risque pas parfois de nous transformer en agresseur? Ou alors je ne visualise pas comment le... Alors, dans le combat, oui. Concrètement, l'approche Sen-Nosen, c'est je vois le mec arriver sur moi, je sais qu'il va m'attaquer, je l'attaque en premier. Donc, dans le combat, oui. Là, dans l'exemple, c'était Sen-Nosen, Gonosen, c'est la critique arrive. Je ne l'avais pas anticipé, mais je sais réagir globalement de façon calme et posée, je sais réagir à la critique. Donc, je réagis comme il faut. Le Sen-Nosen, c'est je sais que la critique va arriver. C'est-à-dire que j'ai écrit cet article, et avec la rédactrice en chef, on en avait parlé. Ouais, tu sais, tu risques... Ok, c'est ok. On teste et on voit. Si la critique arrive, c'est tout ok. On y répondra tranquillement. J'étais préparé. Donc, je savais dès le départ que j'allais pas être agressif, même si ça secoue toujours un peu. Je savais que voilà, j'étais prêt à ça. Donc là, en l'occurrence, dans les sports de combat, oui, et encore que... Alors, aux yeux de la loi, oui. Hein, aux yeux de la loi, on est d'accord. Et encore que peut y avoir des petites nuances. S'il arrive avec un couteau et que je lui mets un pain en premier, je suis quand même en légitime défense. Hein. Voilà. Mais là, en l'occurrence, dans le contexte, c'est vraiment un outil d'anticipation en fait. On a envisagé la situation, on voit comment elle se présente, j'anticipe. Et le Sensen-Nosen, j'ai tellement anticipé en fait que la situation ne se présente plus. Voilà. Pour les 3 degrés. Qu'on utilise beaucoup en technique de vente aussi. Puisque en technique de vente, ce qui est le plus problématique, c'est les objections. Et en fait, avec le Sensen-Nosen, on va, dans notre pitch, déjà répondre à toutes les objections, parce qu'on a l'expérience et on sait les objections qui arrivent et à quel moment elles arrivent. On va déjà y répondre. Donc les personnes, il n'y a plus rien à dire. Il y avait une question là-bas, ouais. Oui, c'est par rapport à la différence entre une personne de bonne foi avec laquelle on peut appliquer le desk et une personne qui vient pour nous agresser et avec qui on va faire plutôt effet miroir. J'ai l'impression qu'il y a quand même un type au milieu d'une personne qui est de bonne foi au départ et qui essaye de donner une bonne critique et qui en fait a pas forcément, soit ça peut être fait de travail sur soi ou alors n'a pas l'habitude de la communication non violente et qui va rester dans la maladresse sans pour autant être dans l'agressivité et dans la mauvaise foi mais qui ne saura pas forcément avancer avec nous dans le desk. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on... Si la personne n'est pas de mauvaise foi, le desk va fonctionner. Donc en fait, elle va avancer avec nous parce qu'on lui dit juste ce qu'on a ressenti. Donc si elle n'est pas de mauvaise foi, il y a un système chez l'être humain qui s'appelle l'empathie. Et quand tu lui renvoies la partie exprimée, elle se dit non mais en fait, j'ai blessé la personne, c'était pas mon intention. Donc effectivement, je veux plus faire ça, je veux plus blesser la personne. C'est clair, c'est ok? Non, si c'est pas ok, vas-y. Hein. C'est ok. Enfin, je comprends le fait où il y a un moment où on risque de basculer dans la mauvaise foi et dans ce cas-là, ça finit par s'appliquer quand même. Mais je réfléchis, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un moment de flottement entre le je t'exprime que tu m'as blessé, en tout cas voilà, j'ai entendu ta critique, etc. Et où la proposition de trouve-moi une solution va marcher moins bien même avec de la bonne foi en face. Okay. Si la personne n'a pas l'habitude de faire cet exercice-là. Après, dans spécifier, on peut spécifier nous la solution si vraiment la personne n'y arrive pas. Comme je disais. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on fasse différemment? Ah mais je sais pas, j'ai pas fait exprès, je voulais pas te blesser, je sais pas. Qu'est-ce que tu penserais de par exemple garder ton avis pour la fin de la conférence et comme ça on pourra échanger ensemble. Tu vois? Dans le spécifier, c'est mieux si la personne amène sa solution, mais si effectivement elle n'est pas en capacité de le faire,
parce qu'elle est embrouillée ou parce qu'elle est tout simplement déstabilisée par le desk, parce qu'elle ne s'attendait pas déjà à ça. Les gens qui communiquent comme ça, c'est pas classique. Et parce que aussi, elle se rend compte qu'elle a mal agi et ça la met en culpabilité et ça la freeze pour trouver une solution. On peut amener nous la solution. C'est un petit peu moins puissant, mais ça peut fonctionner. Par contre, en gros, c'est soit bonne foi et j'ai pas voulu te faire du mal, soit mauvaise foi. Et là, si on s'est trompé et qu'on fait un desk avec à la personne, oui, tu comprends, j'ai été blessé. C'était le but. Mon but, c'était de t'éclater la gueule. Donc ça, c'est mauvaise foi, agressivité. Et là, évidemment, le desk a aucune efficacité. Ici. Toujours faire sa star, celle-là, c'est fou. Désolée, c'est parce que j'ai la voix cassée. En fait, je voulais savoir, moi j'ai fait des études où on faisait beaucoup de stages et on se fait énormément critiquer tout le temps. On nous dit ce qui va pas, ce qui va pas. Et moi, souvent, une de mes réactions, c'est que je me justifiais en parlant. Je disais, oui, mais j'ai fait ça parce que ça. Et on me disait, arrête de te justifier. Du coup, je disais rien, papa me disait, mais pourquoi t'as fait ça? Donc, comment faire quand on doit être critiqué quand on est stagiaire ou dans le milieu professionnel où je m'en suis pris énormément plein la gueule pendant des années? Comment faire face à ça? Parce que c'est différent dans le milieu professionnel. Parfois, on peut dépendre de notre salaire, etc. Ok. Déjà, la première chose, c'est sparring partner. C'est que la personne qui me dit ça, son but, son intention, c'est quoi? C'est de me faire progresser, c'est de me dénigrer, c'est de me dévaloriser, c'est quoi? Donc, si c'est de me faire progresser, même si la forme n'est pas forcément bienveillante, parce que peut-être que c'est un patron, peut-être qu'il n'a pas le temps, peut-être qu'il n'a pas envie, le desk peut fonctionner. Voilà, vous m'avez dit de faire ceci, alors même, il m'a été suggéré d'eux, pour éviter de renvoyer le vous. La façon dont ça a été dit, c'était un peu dur pour moi, parce que ça me renvoie au fait que je suis incapable, mais c'est un ressenti propre. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que je perçoive les choses différemment et du coup que je puisse mieux répondre à vos attentes, par exemple. Le desk peut fonctionner comme ça. Après, ça peut être aussi effet miroir, si on sent que des fois dans l'entreprise, il y a des gens qui sont malveillants, clairement. Par exemple, quand j'étais plus jeune et que j'étais en école de commerce, ça va plus sec, j'étais en alternance et je faisais un stage à Leroy Merlin en grande distribution et j'étais sur un poste qui s'appelait apprenti responsable de rayon. Et il y avait un gars qui était lui on va dire en progression un peu interne, qui visait aussi ce poste. Donc lui, il était parti manute, puis vendeur simple, etc. Il avait monté les échelons et lui, il voulait être responsable de rayon. Et moi, j'arrive, j'ai 20 ans, je comprends rien au monde de l'entreprise et on me dit, c'est toi qui seras responsable de rayon parce que tu as un bac plus 5. Et lui, il me détestait. Clairement, il me détestait. Donc il était malveillant en fait. Il me donnait des faux trucs à faire pour que je me fasse engueuler, etc. Ça arrive. Donc là, on peut tenter un desk déjà si on a un doute pour voir quelle va être la réaction de la personne. Si je lui dis, moi, ça me fait de la peine parce que machin, est-ce qu'il va me dire, mais c'est le but, petit con, tu me saoules? Ou est-ce qu'il va me dire, ah ouais, ok, je l'avais pas vu comme ça, puis après derrière il continue, donc ok, c'est un faux cul, il est malveillant. La deuxième chose, c'est l'effet miroir. Oui, t'as ça, tu l'as mal fait, il fallait faire ça. Donc, plutôt que de te justifier, en effet miroir, tu dis, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux? Et là, tu mets la personne en position de mentor. Et du coup, ça le valorise. Et il va être moins envie d'être agressif, il va être plus envie d'être... tu as flatté son ego, donc il va avoir cette posture de « Ah, mais je vais t'apprendre, oui, tu me considères comme légitime, ok, c'est cool, donc je vais t'apprendre. » Un effet miroir va fonctionner comme ça. Tout en haut, après je... Oh, pardon, je t'ai dit. À propos du desk, j'ai l'impression que, notamment en situation de stage et tout ça, si on dit oui, ça m'a blessé, la personne va nous répondre t'as qu'à devenir plus résistant, ou alors si tu pleurniches, tu pars, ou des choses comme ça. Et dans ces cas-là, je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un effet miroir. On peut utiliser un effet miroir. Ok, qu'est-ce que vous me conseillez pour devenir plus résistant? Comment est-ce que vous avez fait, vous? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? L'effet miroir, on essaie de poser la question ouverte. Donc, comment est-ce que vous avez fait? C'est une question ouverte. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation? C'est une question fermée. On essaie de limiter parce que la question ouverte, ça va un peu, c'est beaucoup plus efficace pour renvoyer la personne à sa réflexion. Question fermée, c'est oui ou non. Donc, lui, il va dire, ah ben non, moi jamais, je suis un balèze. Donc, ça va pas forcément fonctionner, mais
En quoi est-ce que ça peut m'aider, par exemple, d'écouter vos conseils? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter par rapport à cette situation? Et là aussi, voilà, on fait un effet miroir, on place la personne en position de mentor. Et il y a un moment, ça peut la ramener à l'idée que, bah ouais, en fait, tu es un stagiaire, tu as 20 ans, tu ne comprends pas forcément tout. Et voilà. Dans cette situation, à ma place, comment est-ce que vous réagiriez? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Là, pareil, c'est un effet miroir qui est très puissant. Parce que ben moi, à ta place, j'aurais fait ça. Et là, on peut enchaîner. Ah, et comment est-ce que vous auriez fait ça? Ah, ok, merci beaucoup pour vos conseils. Bim. Ça désactive le truc. Ok? Alors, attends, il y a ici. Oui. Ouais. Oui, s'il y a un desk ou un effet miroir. Mais non, échoue, je sais pas. Vas-y, excuse-moi. C'était pas toi que j'avais désigné, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Vas-y. Donc, si un desk ou un effet miroir échoue, comment il faut réagir? Ah là, c'est coup de boule. Non. L'effet miroir, bon, c'est sûr que s'il y a vraiment une agressivité énorme et une volonté de nuire absolue, à un moment, la seule solution, c'est le détachement. Ok, il est comme ça. Mais c'est quand même assez rare. Parce que, en fait, dans l'effet miroir, on va essayer de chercher à comprendre quel est le problème de la personne. Qu'est-ce que je lui renvoie? En fait, si elle me déteste, c'est parce que je lui renvoie quelque chose. Donc, c'est quoi? Et une fois que j'ai réussi à l'identifier, c'est avec ça que je vais faire mon effet miroir. Voilà. C'est quand même assez rare quelqu'un qui veut absolument vous détruire et qui a vraiment aucune raison, qui a juste voilà, les yeux injectés de sang parce qu'il voilà, il a un virus, quoi. Il a la rage, c'est un zombie. Voilà. C'est quand même très rare. Après, ça va être la posture. C'est évident que si on a tout essayé, l'effet miroir, ça fonctionne pas, dès que j'ouvre la bouche, il me dit ta gueule petit con, bon, ben, à un moment donné, ben, c'est soit si on est dans le milieu de l'entreprise, il va falloir en faire appel à la hiérarchie, soit c'est aussi une posture. Peut-être qu'il se permet ça parce qu'il a l'impression qu'il ne va rien lui arriver. Donc je vais peut-être adopter une posture un peu plus, peut-être un peu plus confiante ou peut-être lui faire comprendre inconsciemment que s'il continue, on va aller au conflit aussi. À voir. Mais c'est des cas qui sont quand même vraiment rares. Donc, non, du coup, ça rebondit sur les deux questions, ça les reformule un petit peu, mais dans un contexte extra-pro. Parce que je essaye de pratiquer un petit peu le desk. ouais. Et récemment, j'ai entendu ceci, ça me blesse profondément. Ah non, mais tu dois pas être blessé, tu dois pas penser comme ça, parce que tu dois... tout l'opposé de la CNV. Et là... Ok. Effet miroir. Tu dois pas être blessé. Ok. Qu'est-ce que tu me conseilles pour que je sois pas blessé? Ben, le mec, comment il peut se positionner là? En gros, qu'est-ce que tu me conseilles pour pas ressentir ce que je ressens? Donc, en fait, ça le renvoie au ridicule de sa remarque. Tu vois? Mais les gens qui s'en rendent pas compte, ils foncent dans le... Ben, c'est pas grave. Tu continues à poser la question. Ben, en fait, il faut juste être fort. Ok. C'est quoi ta méthode pour être fort? Tu vois, voilà. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je t'ai vu, Florian, je te donne la parole après. À chaque fois que je rentre dans ces petites simulations, d'abord je dis OK et je mets un silence. Le OK me dit c'est bon, j'ai accueilli ta remarque et le silence, c'est mon espace de liberté. C'est le petite fraction de seconde que je me donne pour réfléchir à ma réponse, réfléchir à l'intention et voir qu'est-ce qui serait le plus adapté. OK. Qu'est-ce que tu me conseilles pour réagir différemment? Et ce petit silence, il est important parce que, en fait, le silence, on dit la nature n'aime pas le vide, il pose la confiance. Le fait que je puisse te regarder en te disant OK, que je te regarde et que je pose ce silence, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui ai la parole, et je te fais attendre. Donc je reprends aussi un petit peu le contrôle de la conversation. Tu vois l'idée? J'inverse un petit peu les rôles. OK? Question un peu contre Kems. Moi, j'ai la situation inverse où je suis dans un cas où même on m'a demandé de faire de la critique, ou je suis dans un cadre de faire de la critique. Je fais de la critique qui pour moi n'est pas forcément négative, mais parce que j'ai de l'assurance, on imagine que je suis en train d'attaquer les gens. Et comment on fait pour que j'attaque pas les gens? Ben voilà, on m'a posé cette question déjà. En fait, il faut demander la validation de la personne. Est-ce que tu es prêt à ce que je te partage mon sentiment? Est-ce que tu es prêt à accueillir ce que je vais te dire? Dans quelle mesure est-ce que je peux te signifier ce que je ressens? Là, on peut aller sur la question fermée aussi. Est-ce que tu as envie que je te partage mon sentiment? Oui. Ok. Dans quelle mesure est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Oh ouais, c'est bon, tu peux y aller. Si tu as ces deux réponses, la personne peut plus se vexer derrière. Puisque c'est elle qui t'aime. Non. Si c'est bien amené, non. Voilà. Ou alors, qu'est-ce qui te mettrait à l'aise dans ma façon de te partager? Voilà.
Tu peux y aller en disant « J'ai souvent l'habitude qu'on me demande mon avis, mais qu'il soit mal perçu. Qu'est-ce qui te mettrait à l'aise dans ma façon de te dire les choses ?» Si là, le mec se vexe derrière, il est complètement hystérique, quoi. Il est dissonant. Et j'y viens de te demander un truc, tu le préviens que tu as une façon de dire qui va peut-être le blesser, mais tu lui demandes quand même s'il est OK, il est OK. Donc, après, tu ne peux plus rien faire pour lui, quoi. C'est bon? Dans le contexte d'un effet miroir, si on présume en fait que la posture est dans l'hyper-contrôle, est-ce qu'on n'encourage pas en fait en posant des questions en disant qu'est-ce que tu feras à ma place, à justement poursuivre dans cette voie? Poursuivre dans cette voie, c'est-à-dire? Dans la voie de l'hyper-contrôle sur la communication en fait entre les deux personnes. Tu veux dire c'est moi qui me mets en hyper-contrôle, en méta-posture, je suis en hyper-contrôle et du coup... Non, Okay. toi tu es en normal, en fait, Ouais. la personne qui te critique, en fait, c'est une façon de déclarer son hyper-contrôle et de mener toute la conversation comme elle l'entend, et non pas dans un échange. Non, parce qu'en fait, il y a un principe en communication qui dit celui qui questionne contrôle. Donc en fait, par ma question, j'amène une réponse, mais c'est ma question qui va induire une réponse. Donc c'est moi qui contrôle en fait la conversation. Et c'est aussi ça, la puissance de l'effet miroir, c'est qu'à partir du moment où je me mets à questionner, c'est moi qui prends le contrôle de la conversation. Parce qu'avec ma question, je peux l'amener où je veux. Je peux l'amener à le questionner sur l'émotionnel, sur son intention, sur préciser sa question. C'est moi qui décide. Et donc je l'amène. C'est toi qui vas choisir après. C'est moi qui choisis la question dans mon espace en disant ok, son intention par exemple a été malveillante, il m'a attaqué sur ça, ok, je vais lui renvoyer sur ça. Par exemple, voilà, là, ben, en quoi est-ce que tu me trouves nul? Je l'oblige, je veux qu'il m'amène des arguments. On va voir s'il en a. Peut-être qu'il en a pas du tout. Ouais, t'es nul parce que il part. Ou t'es nul parce que ça c'est nul. Ah ok. Et qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Comment tu l'aurais formulé? Ça m'intéresse. Ok. C'est plus compliqué pour lui là déjà. Déjà, il peut plus être agressif. Il va expliquer ou il a rien à expliquer. Ok. Steph? J'aimerais bien revenir à la question précédente avec l'exemple concret. Ouais. Où, voilà, on dit à la personne, mais ok, qu'est-ce que tu me conseilles pour mieux gérer mes émotions, enfin moins sentir, me sentir moins blessée, etc. Ça me semble pas si évident ce que tu proposes, parce que si la personne par exemple elle te dit, eh bien peut-être que tu aurais besoin de travailler sur toi, peut-être que tu as besoin d'aller voir un thérapeute, comment est-ce que tu continues après ça? Enfin, j'ai l'impression que tu as quelque part, et excuse-moi d'utiliser ce terme, mais perdu la bataille. Alors, déjà, c'est pas évident, tu as raison. Parce que la communication, c'est pas évident. Arriver à prendre cette posture du desk, c'est pas évident. Et contrôler, on va dire, c'est pas l'idée de contrôler, mais accepter les émotions qu'une critique va générer, c'est pas évident. Il faudrait que tu fasses un travail sur toi. Qu'est-ce que tu entends par faire un travail sur moi? Aller voir un psy. Ok. Selon toi, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Bah, tu serais plus blessé. En quoi est-ce que ma blessure, ça pose problème, ça te pose problème? Bah, tu comprends pas la critique. Comment est-ce que quel conseil tu pourrais me donner pour que je comprenne mieux la critique, pour que je l'accepte mieux? Puisque toi, tu as l'air en fait d'être assez serein face à ça, quel conseil tu pourrais me donner? J'ai pas le temps, c'est pas mon travail. Ça va bien, hein. Coup de boule. C'est vrai qu'elle est forte là-dedans. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où tu aurais du temps à m'accorder pour me parler de ça, parce que ça m'intéresse? Non. Ta Google, c'est gratuit. Hein? Non, ta Google, c'est gratuit. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des recherches sur Google à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme mot-clé, par exemple? J'ai pas besoin. Moi, je suis pas si fragile. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas fragile? Donne-moi ton secret. Ce serait trop facile. En quoi est-ce que la facilité, c'est un problème? J'ai pas eu besoin de tout ça, moi. Mais moi, j'en ai besoin a priori, selon toi. Du coup, comme tu as l'air de maîtriser le sujet, j'adorerais avoir ton conseil, vraiment. Oh, j'ai pas le temps pour toutes tes questions. C'est pour ça que je te demande quand est-ce que tu as le temps, en fait. C'est dur, hein. Hein? C'est dur, hein. Je n'ai pas ça. Avec toi, jamais. Ah ouais, là, c'est le next level. Next level. Hein? Tu n'es pas assez intéressant pour que je tape D'accord, autant de temps pour résoudre tes J'entends bien, c'est pour ça que je suis là. Et, selon toi, qu'est-ce qui pourrait me rendre plus intéressant? Par quoi est-ce que je peux commencer, s'il te plaît? Moi, j'aime pas du tout. C'est sans fin, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Oui, on ne gagne pas toujours, bien sûr. Face à l'extrême mauvaise foi, illustration parfaite, c'est quand même très difficile.
Il y a un moment où on peut décider de couper court en disant à la personne, écoute, ce que je ressens, c'est qu'il y a une vraie volonté de me dénigrer, donc je comprends que je puisse pas, ma personnalité te déplaise, et je respecte cet avis, mais je préfère couper court à la conversation. Et je m'en vais. C'est ok. Je t'aime, moi aussi. J'ai rien perdu. On a une personne. Après, ça la renvoie à elle-même. Est-ce que ça va générer une culpabilité inconsciente? Et là, karma, elle se fait renverser. Non, faut jamais. Ne souhaitez pas ça. Jamais. Jamais. C'est ballot, hein. Bon, t'apprends. Comment ça, c'est mon frère qui conduisait? Bon. Je voulais revenir sur sa question, parce que je suis prof et avec des ados, donc émotionnellement un peu... Je te fais une copie tout de suite. Voilà. Et c'est mon job, la critique constructive. L'apprentissage, forcément, on se trompe tout le temps, etc. Et je suis vraiment confrontée très souvent à des hypersensibles, et c'est pas des gants qu'il faut prendre, c'est des pincettes, etc. On n'a pas le temps d'avoir un échange pendant 3 plombs. Oui, mon ressenti, là, c'est ce que vous voulez dire, etc. Moi, j'ai vu un seul outil qui va dans ce sens-là, c'est la technique sandwich. On commence par la critique positive, constructive. C'est super bien ce que tu as fait pour un oral, hein, par exemple. Mais bon, il y a ça qui allait moins bien et on finit par un truc positif. Mais enfin, vraiment, faire face à la critique, c'est quelque chose de compliqué qu'ils doivent apprendre quand même, quoi. Parce qu'en situation d'apprentissage, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que je conseillerais à tes étudiants ou à toi? À toi, si tu me dis j'ai absolument pas le temps et s'il fait un truc pourri, je dois lui dire il fait un truc pourri, j'ai pas grand chose à t'apporter. Par contre, si tu sens qu'il y a une hypersensibilité, tu peux lui dire écoute, il y a ça qui était très bien, il y a des points d'amélioration et non pas il y a des trucs qui sont moins bien, tu vois. Il y a des points d'amélioration, est-ce que je peux te les partager? Et là, au moins, tu as posé le terrain de manière favorable pour pouvoir amener les choses. C'est sûr que si tu arrives en disant « ça, c'était à chier », c'est plus difficile à recevoir qu'il y a quelques points d'amélioration. Est-ce que tu me permets de te les exprimer, tu vois? Maintenant, est-ce que tu dois te mettre dans cette posture avec un étudiant? Est-ce que tu as besoin de ménager leur sensibilité? Ça t'appartient. C'est ta vision de ton métier et ta façon de l'exprimer. Moi, je sais que par exemple, j'enseigne aussi les sports de combat. Quand quelqu'un, et j'ai une façon très punchy de faire. Mais là, c'est différent. J'ai quelqu'un qui a payé pour venir apprendre un truc qui est quand même vraiment, engageant au niveau de l'esprit et du corps. Je vais jamais prendre de gants. Et s'il se vexe, je lui dis juste à 2 km, il y a un club de danse. Surtout n'hésite pas, ils sont dans la bienveillance, il y a tout qui va bien. Mais parce que c'est aussi un style et c'est ce qu'ils viennent chercher. Je fais des accompagnements punchy. Quand je fais l'appel de diagnostic avec mon futur coaché s'il décide de m'accompagner, je lui explique que je ne prends pas de gants et que ma méthode c'est coup de pied au cul. Donc que s'il veut de la douceur et qu'il veut être enrobé, je ne suis pas la personne qui lui correspondra. Voilà. Je lui dis, moi je suis là pour te faire avancer, donc je vais aller à l'endroit où tu dois aller, je vais te tirer fort, ou je vais aller derrière, je vais te pousser fort. Je vais te mettre dans l'inconfort, je vais te challenger. Est-ce que c'est ce qui te correspond? Est-ce que tu as envie de ça? Si c'est oui, on y va. Si non, moi j'aime la méthode douce, c'est pas moi. Je te donne le numéro d'une coach que je connais qui fait ça très bien. J'adore comment elle fait, moi je sais pas faire. Et j'ai pas envie. Voilà. Mais le cadre est posé avant, donc ça pose pas de problème. Donc à toi de voir quel cadre tu veux poser, même pour toi, avec toi-même. Parce que si tu me dis ça, peut-être ça te met en culpabilité parfois d'heurter la sensibilité de tes élèves. Ah ouais, moi je tiens pas à leur faire du mal. Ouais. Mais, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est l'exemple. C'est quand je fais une photo tableau, je fais waouh, la nulle. Si vous faites ça, c'est 0 direct ou ce genre de choses. Et ça leur apprend à accepter la critique. Mais enfin, je veux dire, en situation d'apprentissage, ils n'ont pas le choix de se barrer eux. Donc il faut qu'ils apprennent pour progresser, quoi. Oui, s'ils veulent apprendre à faire face à la critique, je fais des conférences de temps en temps, c'est cadeau. J'aurais une autre question sur le desk. Ouais. J'ai l'impression que c'est adapté dans une situation en face à face, mais dans le cadre d'un groupe ou dans le cadre d'un moment où tu incarnes une position d'autorité. Est-ce que c'est applicable en vérité? Alors, effectivement, si tu es toi un supérieur hiérarchique et que tu as un de tes subordonnés qui a une attitude qui ne convient pas, il faut lui faire un desk en privé. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui faire un desk devant tout le monde.
c'est clair. Le desk, c'est vraiment du tête-à-tête, quoi. Ouais. Ça va pas fonctionner dans le groupe, effectivement. Ou alors, s'il y a une cohésion de groupe que tu sens forte et que vraiment le groupe s'est ligué, tu peux le considérer comme une entité et faire un desk au groupe. Mais c'est quand même d'individu à individu normalement. Benoît ? Oui ? Qui c'est qui m'a appelé ? Moi j'avais déjà une réaction, je trouvais ça très bon, ta comparaison avec le sparring partner. Oui ? Sinon, une petite remarque aussi sur le côté miroir. Alors, je ne connaissais pas le desk, mais la technique du miroir, je l'utilise régulièrement, mais un peu différemment de ça. Par exemple, pour reprendre l'exemple de votre duo avec Sylvain, moi, la question que je lui aurais posée, c'est mais toi, comment tu te sentirais si, alors que tu n'as même pas commencé ton travail, quelqu'un vient te dire que c'est pourri d'une façon agressive? Est-ce que tu apprécierais? Alors, ça peut fonctionner, mais là, le problème, c'est que j'émets un jugement, c'est-à-dire que je déduis que sa façon est agressive, c'est une projection de ma part. Donc, oui, il y a beaucoup de signes. Mais si je dis tout de même, est-ce que toi, ça te plaît quand tu n'as encore rien fait et quelqu'un te dit c'est pourri? Comment tu te sens? Est-ce que tu apprécies ça? Est-ce que tu trouves ça normal? En général, la personne se démonte un peu. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire. Alors, je trouve pas mal de tes remarques très justes. Mais, donc, sandwich, ça c'était bien. Il y a une fenêtre de risque. C'est-à-dire que quand on positionne l'autre en mentor, donc c'est bien si on a foi en l'être humain, mais certaines personnes peuvent s'engouffrer dans cette brèche pour créer, surtout si la situation se répète, une espèce de triangle de Karpov où elle va occuper le rôle de sauveur. Karpman. Oui, je me suis trompée, navré. Je t'en prie. Où elle va occuper le rôle de sauveur en étant celle qui se positionne en... Alors attention, quand tu mets quelqu'un dans une posture de mentor, ça ne veut pas dire que tu le considères comme ton mentor. Tu le mets dans une posture de mentor pour changer sa façon de faire, pour changer son interactivité avec toi. Après, libre à toi de prendre ce qu'il te dit pour argent comptant ou de le rejeter. Mais tu le fais en conscience. Peut-être que la personne qui te dit quelque chose de manière agressive, elle a vraiment quelque chose à t'apporter. Et en le repositionnant, tu vas pouvoir bénéficier de tout son savoir et ce sera super. Mais peut-être aussi que c'est juste une façon de le désactiver, de te repositionner par rapport à lui et de lui faire prendre conscience que, bah, ok, tu es stagiaire, tu sais pas tout, donc c'est à lui aussi d'être un peu bienveillant parce que tu es là pour ça, quoi, et lui, il est là pour ça. Alors, je suis d'accord, mais par exemple, dans l'exemple que tu donnais avec la critique des Mensan, qui sont, même s'ils ont été fouillés toute ta vie, visiblement, ça reste des échanges ponctuels avec des personnes qui ne te suivent pas jour par jour dans ta vie personnelle. Cependant, si ce type de situation se répète et devient une dynamique dans le cadre du travail, par exemple dans le cadre de la famille, dans le cadre de diverses relations où on est suivi jour après jour par la même personne et où ce n'est pas un échange ponctuel, si la personne crée une espèce de dynamique où elle va nous critiquer, où nous on va lui répondre comme ça en essayant d'instaurer de l'échange, et où elle veut se servir de cet échange comme prise de pouvoir. Enfin voilà, pour moi c'est un possible risque. Alors, ce que tu décris, ça ressemble à une relation toxique. Du coup, si la relation devient toxique, on va poser une distance. Du coup, on rentre dans un autre concept que je n'ai pas donné ici, qui a été illustré par Schopenhauer et qu'il a appelé le dilemme du hérisson. C'est un concept que j'aime beaucoup, où on va chercher la distance juste avec la personne. Pourquoi le dilemme du hérisson? Parce que, en fait, l'image, c'est deux hérissons qui ont froid, donc ils se rapprochent pour se réchauffer, mais ils se piquent. Donc ils s'éloignent, donc ils ont froid, ils se rapprochent, ils se piquent, etc. Jusqu'au moment où ils trouvent la parfaite distance, où ils arrivent à se réchauffer sans se piquer. Et en fait, le dilemme du hérisson, c'est une distance qu'on doit trouver vraiment avec chaque individu qui nous entoure. Donc, par exemple, si vous êtes avec la personne de votre vie, la distance, c'est la plus courte possible. Si c'est votre pire ennemi, la distance, c'est la plus loin possible. Mais si vous êtes avec une personne avec qui vous êtes obligé de collaborer dans le cadre du travail et que la distance physique n'est pas possible parce que vous le croisez tous les jours au bureau, vous pouvez mettre une distance psychique en acceptant certaines choses et en refusant d'autres. Mais c'est pas en lui disant « stop, je veux pas t'écouter », c'est juste une posture. Par exemple, la personne qui arrive et qui continuellement se plaint, donc elle est toxique parce qu'elle se plaint de tout, vous avez remarqué qu'elle se plaint à certaines personnes et pas à d'autres.
Parce qu'il y a des personnes qui savent, ok, j'ai entendu, mais là, j'ai pas le temps, et qu'à chaque fois qu'elle essaie de se plaindre, la personne s'arrête, alors que ça s'en va, alors que la personne trop empathique, bah, elle est là, elle attend, puis en fait, elle lui vomit là, toute sa négativité dans la bouche, l'autre, comme ça, et elle rentre chez elle, elle est en PLS, juste parce qu'elle n'a pas su poser la bonne distance. Et quelqu'un qui est agressif, c'est pareil. Si à un moment donné, les effets miroirs ne fonctionnent pas parce que la personne en voit tous les jours et tous les jours elle est agressive, ben on va travailler sa distance, on va travailler sa posture. Après, c'est très complexe. C'est pas en 45 minutes qu'on peut arriver et tout révolutionner. Mais il y a des façons de faire, effectivement. Si par exemple, on a une posture un petit peu de soumission, ça va. Tu parlais différemment de Cartman, c'est souvent la. Alors attention, je prends avec des pincettes, donc là aussi ne me sautez pas dessus les gens qui veulent me sauter dessus, enfin toute proportion gardée, mais c'est souvent la victime qui génère le bourreau. Donc, si j'ai une posture de victime, c'est ce qu'on enseigne en self-défense. Si je me balade dans la rue comme ça, j'ai beaucoup plus de chances de me faire agresser que si je me balade comme ça. Pourquoi? Parce que je renvoie la peur, je renvoie la faiblesse. Donc, même dans le monde de l'entreprise, on voit que les gens qui sont dans le harcèlement moral, ils vont s'en prendre plus facilement à certains qu'à d'autres. Pourquoi? Parce que ceux à qui on s'en prend, ils ont une posture qui est un peu un réceptacle de ça. Donc, en travaillant sur sa posture, et c'est pas que la posture physique, c'est la posture psychique aussi, on va pouvoir changer, influencer le comportement de l'autre. Là, j'accompagne une personne en ce moment qui est un peu harcelée moralement par sa hiérarchie. On travaille beaucoup sur sa posture et ces derniers temps, par exemple, il y a eu une petite victoire, c'est que son supérieur hiérarchique est venu lui demander un conseil alors que c'était jamais arrivé. Tout simplement parce que petit à petit, il est en train de se repositionner et ça fonctionne. Alors évidemment, ce n'est pas des sciences exactes, il y a toujours des cas extrêmes où il y a de l'agressivité extrême, de la mauvaise foi extrême où ça ne va pas fonctionner. Mais on va dire 99% des cas, ça va fonctionner. Dans les échanges que tu as eus à titre d'exemple avec plusieurs personnes tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de ce que tu appelais des attaques ad personam ou ad nominem, ouais. Ad nominem. Mais qui étaient un peu cachées. Et j'avais vu justement dans un livre de Schopenhauer comme quoi ce type d'attaque, on ne pouvait rien faire contre. Donc qu'est-ce que tu conseillerais pour un peu pallier quand on est attaqué de cette façon-là? Moi, je vais critiquer Schopenhauer. Non, l'effet miroir, ça fonctionne très bien. Quand on est surtout sur du ad nominem, c'est ce que j'ai fait là dans les exemples que je vous ai montrés. Oui, c'est pas des vrais diplômes, oui, il est pas formateur d'échelle, c'est ad nominem. C'est pas il fait des fautes d'orthographe, là c'est factuel, oui. Il fait trop de fautes d'orthographe, non, il n'est pas formateur d'échelle, en gros c'est un nul, quoi. C'est une attaque ad nominem. Par effet miroir, ok, c'est vrai, j'ai des lacunes en orthographe, du coup est-ce que tu pourrais m'aider et me corriger mes fautes? Oui, bien sûr, j'ai trouvé une faute ici, j'ai complètement retourné la personne. Et maintenant, elle s'est sentie valorisée et elle m'aide à corriger, et ouais, ça a été un super sparring partner. Elle m'a mis un coup dans la gueule, et maintenant mon site il a 0 faute. Voilà. Oui. J'ai l'impression que pour faire un effet miroir contre les attaques, comme tu dis, ad nominem, ça marche surtout pour les choses assez superficielles, comme les fautes d'orthographe. Mais si on te dit par exemple que ce que tu dis est toxique et que ta manière de penser influence les jeunes de manière négative, qu'est-ce que tu peux répondre? Ouais, vas-y. Je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment détestable et que c'est une mentalité qu'il faut bannir du cerveau des jeunes. Ok. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me préciser en quoi est-ce que ce que je dis, c'est toxique ou détestable? Mais après du coup, oui, en effet, j'argumente. Et voilà, j'ai repris le contrôle. Je t'oblige à argumenter, etc. Et si tu avais juste l'intention de me détruire, t'as pas les arguments, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu as des personnes qui ont des comportements extrêmement toxiques, qui font des critiques de façon bienveillante, donc qui enrobent beaucoup les choses en disant cette personne est surchargée, il se passe ci, il se passe ça, mais en fait la personne veut piquer le job de quelqu'un d'autre et essaye devant une assemblée par exemple, que faire dans ces cas-là? Alors, on n'oublie pas qu'on est en métaposture, donc cette intention-là, on l'a détectée. Okay, donc du coup, si la personne fait ce genre de choses, est-ce que c'est en tête-à-tête? Parce que là, en fait, si elle nous critique, nous, envers d'autres personnes, on ne fait pas vraiment face à la critique directement. Donc c'est encore autre chose. Voilà, une personne, par exemple, dans un groupe de 50 personnes
commence à émettre des critiques sur une personne qui est son manager, et qui, donc, en disant « Ah ben oui, mais mon chef est surchargé, moi j'aimerais bien aider ». En fait, la personne veut piquer le job. Je suis dans une boîte assez toxique, donc je vois des comportements comme ça, qui ne sont pas pour moi, mais c'est pas forcément pour aider la personne que je connais, comment faire, quoi. Parce que c'est ça, une critique donc, du chef, en gros, mais sous des abords bienveillants. Donc, ah ben lui, il est débordé, ben moi j'essaye d'être son adjoint, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse. Et puis, il y a ça qui va pas, il y a une désorganisation, et machin. Et en fait, les autres ne comprennent pas que c'est une critique, et la personne, moi, je la récupère dans un état pas possible. Quand on fait du métamanagement, parce qu'on n'a pas parfois du management, on a des gens qui managent, et on manage des gens qui sont managers. Donc, quand il se passe quelque chose comme ça dans son équipe, c'est assez compliqué à gérer. Ok. Alors, le cadre est particulier, mais au début, j'avais envie de te dire, ça appartient à la personne. Donc, c'est pas à toi d'intervenir. C'est le problème de cette personne avec celle qui essaye de la déstabiliser ou de déstabiliser son image. Est-ce que dans ton exemple, toi, tu as vraiment un rôle qui fait partie de ta fonction d'intervenir dans cette situation-là? Moi, je suis manager de la personne qui vit cette situation. Donc, tu es là pour la conseiller, la renarcissiser si besoin, etc. Parce que je vois bien qu'il y a des attaques de toutes parts pour essayer de la faire dégager, de piquer son job. Ok. Selon toi, elles sont fondées, ces attaques, ou pas du tout? Pas du tout. Comment t'expliques qu'il y en ait autant? Ah, il n'y en a pas autant, il y a une personne. Hein, une seule personne. Voilà, une personne qui n'est pas compétente, qui pique toutes les idées, qui... Enfin, voilà. Ok. Donc, là, ce que je conseillerais, moi, à la personne qui est attaquée, c'est d'aller faire un desk à la personne qui attaque. Si la personne a dit « oui, cette personne est surchargée », ça a été dit en réunion, c'est acté, etc. Tu peux démarrer de ton desk là-dessus. Il a été dit en réunion que j'étais surchargé. Et après, écoute, ça me perturbe un peu parce que j'ai l'impression de rendre mon travail dans les temps. Je me sens absolument pas surchargé. Du coup, en quoi est-ce que tu me trouves surchargé? Donc là, je mixe effet miroir et desk. En quoi est-ce que tu me trouves surchargé? Ou alors, comment on pourrait faire pour que cet avis qui est peut-être le tien et pas forcément objectif, encore il faut se méfier parce que là, on peut mettre la personne en défaut, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que si tu as un avis à me partager, tu me le partages directement, qu'on puisse en parler? Qu'est-ce que tu me proposes? Ah oui, on pourrait prendre un rendez-vous, effectivement, j'ai des trucs à te dire. Ok, je te remercie de m'avoir écouté, prends ton agenda, on va prendre ce rendez-vous, par exemple. Et en plus, est-ce que ton manager, il est un petit peu en burn-out, il est un petit peu affaibli, ou il a quand même une posture solide? Il a énormément de boulot, et cette personne-là fout rien, en fait. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très compétent, qui n'est pas très impliqué, et qui a un besoin, je pense, maintenant, vu la réflexion, là, de reconnaissance énorme, quoi. Okay. Qui avait un job important avant, qui a été enlevé de ce job parce qu'elle n'avait pas la compétence, et puis qui maintenant veut se repositionner sur n'importe quoi et piquer le pote du manager de l'équipe. Ok, alors, d'un point de vue extérieur, si je devais auditer, je dirais, on a un manager qui croule sous le boulot, ouais. Et on a une personne qui fait rien. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une répartition des tâches plus intelligente à faire? Si, mais on essaye de... Enfin, nous essayons de mettre la personne au boulot, mais il y a des gens, c'est très compliqué de les faire bosser. Hein. Ils ne savent pas. Si on le met sur du factuel en disant, t'as été entendu, donc voilà ce qu'il y a à faire. Si c'est réparti correctement, le manager a moins de boulot, l'autre il a des trucs à faire, et s'il n'arrive pas à les faire, là c'est son manager qui pourrait lui dire, écoute, je t'ai proposé de faire ça, ça n'a pas été fait correctement. Alors après, elle s'arrête, donc là, elle est sur un truc depuis le mois de janvier, ça n'avance pas, ça devait être fini fin juin, elle commence à dire qu'elle va le faire en septembre ou en octobre, et puis dès que tu dis quelque chose, paf, arrêt de travail, médecine du travail, et le management est malveillant et harceleur. Ok, là c'est soit le manager, il faut qu'il garde sa posture, et l'autre il se met en arrêt maladie, et voilà, il se met en arrêt maladie jusqu'à ce qu'à un moment donné il soit viré pour faute grave. Si c'est une personne qui est ultra toxique comme ça, il faut que le manager il garde sa posture. Effectivement, si lui croule sous le boulot et que l'autre fait rien, il y a un côté rationnel à répartir les tâches différemment. Là, soit la personne sera compétente et l'entreprise en bénéficiera. Lui, ça fera chuter son besoin de critiquer. Le manager, ça le soulagera et du coup, l'entreprise fonctionnera mieux. Soit si la personne est complètement incompétente,
elle pourra être reprise par son manager, quitte à aller jusqu'à la faute grave parce qu'elle ne fait pas le travail qu'on lui a donné. Donc là, ça redonne l'ascendant au manager, ou alors elle va s'arrêter d'elle-même parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'y arrive pas, quoi. Ou elle se met en dépression pendant 3 ans avec des avis psy, on n'entend plus parler et tout le monde est content, quoi. Ou coup de boule. Ah, ça c'est sûr. Pas maintenant, Zinedine. Ça se fait pas. Pas après tout ce que t'as fait. Tu m'aideras, toi. Si on a une attaque ad hominem qui se cache pas, qui est pour détruire, qui porte sur quelque chose de très profond. De toute façon, toi avec ton gros pif, toi avec tes croyances à de la terre plate, on peut trouver... Il a mérité, lui. Mais on peut trouver l'espace de liberté, questionner en quoi ça te dérange. Ok. Mais si jamais ça nous fait triguer, parce que c'est hyper profond, et qu'on n'arrive pas, dans les situations où on a tous, où on n'arrive pas à trouver l'espace de liberté, est-ce que tu as des techniques soit de self-défense un peu immédiates fight, ou pour travailler ça et arriver à trouver, cultiver cet espace. Si ça te fait triguer, c'est l'amygdale qui reprend le contrôle, donc tu es dans une de ces 3 configs-là. Donc si tu n'as pas réussi à prendre la métaposture, bah, tu es un reptile, quoi. Donc sortir de ça, c'est l'anticipation, c'est-à-dire si ça t'arrive comme ça et que c'est one shot, et que tu n'arrives pas à prendre la métaposture, bah là, fin d'histoire. Tu t'énerves, tu lui mets un pain dans la gueule ou tu te barres en courant. Et par contre, sparring partner, là oui. C'est-à-dire, ok, j'ai échoué cette fois-là, qu'est-ce que ça m'a appris, comment je peux faire la prochaine fois, quoi. Ok, il a parlé de mon nez, j'ai un problème avec mon nez, comment je peux faire pour accepter ça? Est-ce que je dois en passer par la chirurgie? Est-ce que je dois en passer par un travail de renarcissisation, d'acceptation, etc. pour que ce truc-là qui m'a fait tilter, si j'ai tilté, c'est trop tard. Ce truc-là qui m'a fait tilter, comment faire pour qu'il ne me fasse pas tilter la fois d'après, en fait? Mais en tout cas, j'allais dire, tu peux prendre la flight, du coup, t'enfuir, mais avec une certaine posture, et dire, on te dit... Je m'en vais comme un prince. Voilà, on te dit ça à un moment donné, tu te dis, je te remercie pour ton avis, je m'en vais. Et voilà. C'est un pic, c'est un cap, c'est un roc. Et tu restes hyper énervé, mais avec ton flight, parce que tu as le droit de t'enfuir, mais là, genre, bah non, et tu t'en vas. Tu n'es pas obligé non plus d'offrir une réponse à tout le monde. Oui, après, si tu as tilté, de toute façon, tu vas pas pouvoir choisir ta réaction, c'est le principe. Si tu dois, si tu es vexé, mais que tu arrives quand même à créer un léger espace, tu peux renvoyer la personne à cette histoire, ok, est-ce que c'est vraiment lié à mon défaut physique? Cette critique, elle est vraiment sur mon défaut physique, sur ma façon de faire, est-ce que tu peux préciser? Est-ce que ce qui t'insupporte chez moi, c'est mon nez, en fait? Et là tu as réussi à créer l'espace, et là, la personne, s'il y a du monde, elle est foutue, en fait. Si tu arrives à remettre ça, c'est d'un point de vue un peu moindre, mais ce qui s'est passé sur le groupe, ma posture, en fait, l'autre, il s'est fait tuer au bout d'un moment, il lui a dit, ouais, en gros, t'es ultra malveillant, arrête. Là, c'est pareil, j'ai pas tout mis, mais en gros, il se fait presque ban, quoi. Parce qu'il arrête de parler aux gens comme ça, en fait. Et derrière, ce qu'on m'a dit, c'est, il y a maintenant des mensans qui osent plus envoyer des articles pour le mag parce qu'ils ont trop peur de ça. Et ça, on l'avait anticipé. Je dis, moi, tu peux y aller, vas-y, on voit tout, on va rigoler. Mais parce que je me suis préparé à ça. Il y a des gens qui sont un peu plus fragiles, ils se prennent ça un matin, ça va pas du tout, quoi. D'autres? Plus de questions? Je t'ai vu après. Ouais. Est-ce que tu prévois de faire une formation coup de boule? Alors, j'en ai fait 2 déjà. Il y avait MMA et jiu-jitsu brésilien. Donc, en MMA, le coup de boule, il est direct. En jiu-jitsu brésilien, il est camouflé parce qu'on n'a pas le droit de mettre de coups. Mais il y a des façons de le mettre que l'arbitre ne voit pas. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'en referai une sans problème. Ouais. Moi, je me demandais par rapport à l'échange avec les mensans, qu'est-ce qui pouvait présupposer que la personne elle était malveillante à la base? J'ai l'impression qu'il y avait comme 3 critiques sur la forme, les fautes d'orthographe, vous avez soulevé, mais celle sur le fond. Il y a des attaques, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des arguments et pourquoi. Ouais, en fait, c'était extrêmement sarcastique dans l'ensemble des réponses. Il y a beaucoup de mots comme imbroglio de pseudo-théorie scientifique. C'était très dénigré, très sarcastique. D'ailleurs, elle le reconnaît elle-même en disant « Oui, tu as raison, l'attaque ad hominem, c'est pas ce qu'il faut faire. » Il y a eu beaucoup d'échanges en fait. Hein. Mais la personne elle-même le reconnaît. Oui, j'ai fait une attaque ad hominem, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Sur le diplôme aussi. Le diplôme, c'est ma personne. Elle dit son diplôme est bidon. Ok.
clic. Ah, non, il n'y a pas de bidon. Voilà. Quel rapport en fait? Quel rapport en plus? Je veux dire, pardon, excuse-moi, j'ai créé un article sur du développement personnel et on vient me dire que mon diplôme d'école de commerce est bidon. Bah, quand bien même il serait bidon, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas le rapport. Donc là, l'idée, c'est de dénigrer ce truc pour, en cascade, montrer que je suis pas crédible. Donc c'est vraiment une attaque sur moi, quoi. Ok? Ouais. Si t'es pas d'accord, c'est bon. Hein. À la base, elle ne connaissait pas la personne. Tu vois pas Elle me connaissait pas du tout, non. Pourquoi elle aurait eu envie d'être malveillante? Bah, c'est justement le principe. Comme elle a détesté ce que j'ai fait et que ça lui a renvoyé à quelque chose qui lui allait pas du tout, et que l'article en lui-même, il est quand même bien construit, donc il est cohérent, même si on peut ne pas être d'accord avec les idées, il est cohérent. Mais là, le but, c'est de me dénigrer totalement pour faire écrouler l'article derrière. Comme on peut pas trop attaquer les idées, parce que bah il y a quand même des bases. Je veux dire, il y a des théories. Après, elles font. Charles Darwin, ça fait consensus aujourd'hui. Richard Dawkins, non. Mais bon, on peut discuter de ça. Mais le but de la personne, c'est vraiment de fracasser l'auteur pour discréditer les idées aussi. Et il commence comme ça, tu vois. C'est ça l'idée. Alors attends, là il y a une question, mais il y avait une autre personne avant. C'était où? Je sais plus. Ah oui, c'était là. Ouais, excuse-moi. Je me pose la question par rapport à l'effet miroir. J'essaye de comprendre. Tu places la personne en position de sachant, mais si la personne en face a un fonctionnement totalement différent ou des valeurs totalement différentes, elle va nous imposer son fonctionnement, ses valeurs, sa vision. Ouais, mais son avis n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de lui renvoyer son agressivité. Donc en fait, quand elle me fait une remarque en me dénigrant, je lui dis en quoi est-ce que ce que je dis c'est nul, par exemple, ça la renvoie. Fait, ah, ok, le mec, je lui dis qu'il était nul. Non seulement il se vexe pas, en plus il me demande d'argumenter. Ça lui renvoie à sa posture qui n'est pas la bonne si tu veux communiquer et faire passer des idées. Donc ça la renvoie à son intention aussi. Ok, mon intention c'était de faire le mal. 99% des personnes sont pas à l'aise avec ça, avec l'idée de ok j'ai fait mal. Quelqu'un qui fait mal, la première chose qu'il fait quand il se fait choper, c'est dire oh désolé. Tu sais, c'est pas ce que tu crois chérie. Ok. À la base, s'il se fait pas choper, le mec il recommence jusqu'à ce que tant qu'il peut quoi. Mais là après ah non désolé c'est pas ce que tu crois. Pourquoi? Parce que il y a la culpabilité. Et là l'effet miroir il renvoie ça, il renvoie de la culpabilité, il renvoie l'agressivité, il fait prendre conscience à la personne de ce qu'elle est en train de faire aussi. Mais tu disais qu'on utilisait le desk si c'était une personne qui était à la base bienveillante et plutôt l'effet miroir sur Ouais. Je vois où tu veux en venir. En fait, oui le desk ça renvoie pas à la personne sa malveillance, ça renvoie à la personne que ce qu'elle dit, ça peut être mal interprété, ça peut être blessant. Donc ça active son empathie. L'effet miroir, ça va renvoyer à la personne le fait que c'est une personne agressive et malveillante. Donc ça va générer une culpabilité. Tu vois l'idée? Si je suis une personne méchante, si je suis le méchant du film, comment est-ce que je m'endors le soir? Comment est-ce que je me couche en disant ok, je suis le pire des mecs, j'adore? Je suis pas sûr. Il y a des personnes, et c'est les psychotiques, qui n'ont pas de culpabilité, qui n'ont pas de surmoi. Eux, ça leur posera pas de problème. Et eux, ça marchera jamais. Mais ces personnes-là, normalement, leur place, c'est les hôpitaux psychiatriques. Une personne qui a... Oui, ça va. T'inquiète pas, je finis. Une personne qui est globalement... qui a un surmoi, donc qui a un système de valeurs et qui peut éprouver de la culpabilité, ça va la mettre un petit peu mal à l'aise quand même de se rendre compte que c'est elle le méchant, quoi. Et c'est ça l'idée de l'effet miroir, en fait. Ok? Bon, là, je bondis. Oui, je vois. Non, mais, je pense que dire des personnes psychotiques qu'elles n'ont pas de culpabilité, pas de surmoi, voire pas d'intelligence, c'est complètement déplacé parce que je suis en contact avec ce genre de personnes. À quel moment est-ce que j'ai dit qu'elles n'avaient pas d'intelligence? Non, mais justement, j'exagère. Ah. Non, mais c'est parce que... Du coup, alors, tu vois, ton exagération, ça me perturbe un peu parce que, du coup, je ressens des propos qui me sont attribués que je n'ai pas prononcés. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que... Pas de surmoi, voilà. Pas de surmoi, pas de culpabilité. Non, mais je réagis parce que je prends leur défense. C'est une pauvre personne, qu'elle soit psychotique, schizophrène, bipolaire, etc., que je côtoie 6 jours, 7 jours sur 7. Ok. Voilà. Et justement, mais c'est évidemment aussi une question de posture par rapport à ces personnes qui peuvent être agressives. C'est difficile, comment dire,
est-ce que je dois les regarder dans les yeux? Est-ce qu'elles prennent ça pour une... Parce que ça dépend des personnalités qui sont très différentes, enfin, très diverses, même dans leur... Il n'y a pas une pathologie psychiatrique, voilà. Et est-ce que si je regarde dans les yeux, elles prennent ça pour une agression? Si je ne les regarde pas dans les yeux comme un désintérêt? Si je souris d'un sourire, est-ce que c'est un sourire méprisant et je me place au-dessus? Est-ce que c'est un sourire de soumission, etc. Parce que j'essaie de les calmer, j'y arrive assez bien. Voilà. Et simplement, non, parce que, en fait, dans les médias et tout ça, on dit toujours le langage clinique du genre, dire tel homme politique il est schizophrène ou l'autre il est paranoïaque ou il est bipolaire. Il faudrait tout à fait supprimer ce langage en dehors des cas cliniques avérés qui sont des bonnes personnes. Je te remercie pour ton partage et ton avis d'expert, du coup. Tu as l'air de beaucoup mieux maîtriser le sujet que moi. En tant qu'ayant fait des études de psychanalyse, pour moi, la définition de la psychose, c'est l'absence de surmoi. La névrose, c'est le conflit ça sur moi, qui déstabilise le moi. Freud, donc tous ceux qui détestent, bougez-vous les oreilles, sinon ça va saigner. Et la psychose, c'est l'absence de surmoi, et donc ça entraîne une absence de culpabilité. C'est mon avis, et c'est qu'un avis. Donc je te remercie pour ton partage et tes éclaircissements à ce sujet. Sans revenir sur les théories psychanalytiques que je ne partage pas, puisque névrose et psychose, il y a des tas de limites, etc. Ça fait longtemps qu'en les troubles de la personnalité, on a changé les classifications. Dans la vie courante, on est quand même parfois confronté à des psychopathes qui sont ni schizophrènes, ni borderline, ni bipolaires, etc., etc. Il est parfois très difficile d'appliquer tout ça. Comment est-ce que ça t'est arrivé de croiser des psychopathes, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas forcément l'intention de tenir, pas des pervers, juste des psychopathes, éventuellement un peu narcissiques et un peu machiavéliques, ça peut se trouver, qui vont aller te faire du mal, si tu veux, et là, c'est difficile le desk, c'est difficile même des prescriptions paradoxales, des trucs un petit peu touchy, tu vois. Comment tu réagis par rapport à ces gens-là? Parce qu'il n'y a pas de culpabilité dans la psychopathie. Et ils ne sont pas dans les... On est d'accord, il n'y a pas de culpabilité dans la psychopathie. Dans la psychopathie, il n'y a aucune... Alors ça rejoint exactement ce que je disais. Du coup, je te remercie. Oui, alors du coup... oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, c'est quand même plutôt rare de croiser ces personnes. Personnellement, j'ai jamais eu affaire à ce genre de profil. Si vraiment aucune technique fonctionne, c'est la prise de distance qui va fonctionner. Et sinon, j'ai une bonne technique d'étranglement arrière et la personne s'endort. Non, ça marche pas? Si j'aimerais bien, on touche avec les doigts, tu connais ça? On touche avec les doigts et... Non, tu as des points du corps où tu touches la personne. Non, ça c'est dans Star Trek, ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, après, moi je travaille pas dans ces milieux-là, donc les gens que j'accompagne, ils ont un surmoi. S'ils en avaient pas, je les accompagnerais pas. On peut pas accompagner sur travailler un peu sur du conscient, tout ça avec. Enfin, moi, j'ai pas la formation pour, en tout cas. Moi, je pensais pas accompagner, je pensais à me dépêtrer. Oui, eh ben, là c'est la prise de distance. Après, est-ce que on peut, par exemple, dans le monde de l'entreprise, croiser un psychopathe qui a un rôle de manager, tout ça? Oui, ok. Ça arrive. Tu as souvent cette... Ils sont au sommet de la hiérarchie, souvent. Ok. Oui, ok, je vois ce que vous voulez dire. Normalement, l'effet miroir, ça fonctionne quand même relativement bien. Après, il y aura toujours des exceptions. Il y a toujours des profils où ça ne va pas fonctionner. D'ailleurs, si je peux me permettre le parallèle, dans les sports de combat, il y a des techniques qui sont extrêmement efficaces et il va toujours avoir un profil avec qui ça ne marche pas. Par exemple, moi, je vous donne un exemple que j'ai vécu. Il y a une clé de poignet que je maîtrise très très bien et un jour, j'arrive en championnat de France, j'applique ma clé de poignet et en fait, le mec a des poignets ultra laxes, son pouce, il arrive là et en fait, il rigole quand je lui fais la clé de poignet. Et là, je fais OK, c'est-à-dire, ça fait 10 combats, je gagne en compétition avec ses clés de poignet et lui, il rigole. Bon, bah, il faut faire autre chose, quoi. Donc, oui, c'est des cas qui sont très particuliers. J'ai pas une solution qui va être adaptée à chaque cas qui peut se présenter. Non, mais je pose la question parce que comme tu en aurais une, moi j'ai... Ouais. Sur du psychopathe pur, je demanderais des avis à des experts. La piqûre de sédatif dans les fesses marche assez bien, d'après ce que... J'ai une copine qui travaille à Montfavet, là, un des plus gros hôpitaux du monde, psychiatrique du monde, et hop, elle me dit ça fonctionne bien. Et sur du pervers? Ça, c'est du concours, pareil. On s'en va. C'est pareil, là c'est des gens extrêmement toxiques, donc si l'effet miroir, il faut tenter toutes les étapes. Mais desk, effet miroir,
Si ça fonctionne pas, bon, ben, on est résilient avec la notion de sparring partner. Ok, je vais devoir me taper ce profil. Comment je peux faire pour m'adapter à la situation? Et après, c'est prise de distance. Il faut poser une distance, quoi. S'il est dans votre lit à côté de vous, c'est sur vous qu'il faut travailler. C'est comment je me retrouve à avoir ce genre de personnes. Et en plus, c'est déjà le 4e. Hein, c'est quand même bizarre. Hein? Il y a des boîtes qui sont des nids à toxiques. Eh bien, Démissionne. Si vraiment ta vie elle est pourrie par ton environnement professionnel, change. Et là, justement, c'est le genre d'accompagnement que je fais moi. C'est-à-dire, ok, ouais, mais je vais démissionner, je vais perdre ma situation. Ok, tu préfères avoir une situation et souffrir toute ta vie ou repartir à zéro avec ton potentiel, quoi. On y va. Parfois, on dit j'ai pas le choix. On a toujours le choix et c'est ce que nous dit Victor. Victor, il nous dit tu as toujours le choix de réagir. Ne serait-ce que de ta façon de réagir, ton choix, il est là. Si tu penses que tu n'as pas le choix de rester avec une personne en couple ou de rester dans un travail, non, le choix, il y est. Et si tu ne le vois pas, eh ben, il y a des techniques pour que tu puisses le voir. Je peux t'aider, on peut t'aider. Il y a des choses qui fonctionnent, vraiment. Le j'ai pas le choix, j'ai pas le temps, non. Ça, nous, dans le dev perso, c'est ce qu'on va essayer d'éradiquer tout de suite. Ça, c'est la croyance. Ouais, merci d'être venu et de poser toutes ces questions. Alors, juste une chose, voilà, non c'est bon, on a encore un peu de temps, mais on a une deadline à 22 h, il y a un karaoké, donc il faudra rendre avant. Sinon, on va se faire critiquer. Question très courte, mais tu proposes ces deux méthodes, mais est-ce que je peux résumer en disant que tu proposes ces deux méthodes toujours en première intention et que la riposte vient après, ou est-ce qu'il y a des contextes où la riposte doit venir en première intention? Qu'est-ce que tu entends par riposte? En retour, ou alors essayer de se justifier ou... Ça, c'est archaïque. Critiquer en retour, c'est du fight. Se justifier, c'est le concept qu'elle donnait. C'est un peu du flight, c'est un peu de je collabore. Non, tu n'as pas à te justifier. Alors après, si on est sur de la critique constructive, à ce moment-là, ce qui demande une justification, c'est une question. Pourquoi est-ce que tu as commencé par cette slide? Pourquoi est-ce que tu as fait cette mise en scène? C'est pas une critique. Ou alors, oui, j'ai été un peu déstabilisé par ta mise en scène. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Eh ben voilà, je voulais illustrer mes concepts. Là, je réponds à une question, c'est pas de la justification. C'était super. Oh ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, fin de cette conférence. Merci à tous pour votre participation. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je suis encore à votre disposition, là, si le temps que je range, si vous avez besoin.